Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus pour cette conférence consacrée à l'œuvre d'Henri Guérin et avec une conférencière avec un statut un peu particulier, puisque Sophie Guérin-Gasc, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir et qui va vous parler de l'œuvre d'Henri Guérin, est docteur en histoire de l'art, spécialisée dans l'art du vitrail, de la tapisserie, dans plusieurs domaines de la création. Et elle est aussi la fille d'Henri Guérin. Et donc c'est à ce double titre, pourrais-je dire, qu'elle va vous parler ce soir de l'œuvre d'Henri Guérin. Henri Guérin, pour celles et ceux d'entre vous qui connaissez bien la Cité du Vitrail, vous savez que nous exposons l'une de ses dalles de verre dans la Galerie des Vitraux, et ce depuis maintenant 3 ans. Cette ombre de juin, avec un petit clin d'œil dans cette image introductive, cette ombre de juin, donc, qui est une dalle de verre réalisée par Henri Guérin, qui a donc développé tout particulièrement cette technique. Et donc, si à la fin de la conférence, vous avez encore des questions sur l'œuvre d'Henri Guérin et la dalle de verre, Sophie Guérin-Gasc a amené quelques ouvrages qu'on vous invitera à feuilleter, n'hésitez pas. Et en attendant, je lui passe la parole. Merci beaucoup de votre présence ce soir et bonne conférence. Merci. Merci beaucoup Anne-Claire. On s'était rencontrés il y a quelques années déjà et vous m'aviez proposé de venir parler de l'œuvre de mon père, et ça j'en suis très très heureuse parce que c'est un lieu quand même ici, c'est dans le vitrail, qui va permettre de connaître un peu mieux cet artiste qui est assez unique comme parcours dans l'histoire du vitrail contemporain, qui aura sa place aussi. Alors pas une place peut-être majeure, mais en tout cas importante dans toute l'histoire, parce qu'en fait vous allez vite vous comprendre, c'est une technique qui n'est pas très, très développée, et mon père avait écrit un texte que vous pourrez trouver dans un des livres qui s'appelle « La dalle de verre n'a pas bonne réputation ». Et ça, c'est vrai, et c'est resté longtemps aussi. Bon, j'espère que ce n'est pas le but de ma conférence du tout. Vous allez voir un peu ce parcours assez exceptionnel de cet artiste. Voilà. Bon, j'ai la chance d'avoir pu travailler sur l'œuvre de mon père, pas seulement en tant que fille, si, parce que j'ai pu regarder ça. Je suis architecte de formation, et à une époque de ma vie, on est revenu habiter pas très loin de la maison atelier Vitrail, qui est toujours tout près de Toulouse, à Plaisance du Touche. Et là, j'ai commencé à regarder l'œuvre de mon père. Lui-même nous disait... avec ses enfants, nous sommes 5 enfants, chaque fois qu'on allait quelque part, j'ai un vitrail par-ci, par-là. Et j'ai eu, faire une liste informatique, j'ai commencé sur le plan informatique à essayer de faire une base de données, et c'est commencé comme ça, et ça suffisait plus. Il suffisait pas simplement de faire une liste, j'ai commencé à vouloir voir un peu plus profondément son travail. Moi-même, j'ai fait une formation, je suis architecte du patrimoine, et j'avais commencé déjà des études d'histoire de l'art. Donc j'ai repris des études d'histoire de l'art en 1995 en maîtrise pour travailler sur ses premières œuvres. Et quand j'ai à peu près identifié les premières œuvres entre 1954 et 60, on m'a dit mais ça suffit pas, il faudrait aller plus loin. Et là j'ai dit bon, est-ce que je le fais? Et j'ai lancé un doctorat d'histoire de l'art. Vous voyez, donc comme ça, j'ai pu à peu près regarder l'ensemble de l'œuvre vitrail de mon père et en parler en tant qu'historienne de l'art, et acquérir à cette occasion-là une méthodologie, et puis aussi prendre le virus de la recherche. Et à ce moment-là, quand on a le virus de la recherche, ça s'arrête jamais. Voilà. Et donc je suis ravie maintenant, avec ces années d'expérience. Ah, qu'est-ce qu'il est trop fort, trop bas? Alors c'est à moi peut-être de mettre mon micro plus bas, non? Bon, c'est ça, c'est ce que je sais. Mais c'est le risque. Bon. Enfin, il y aura beaucoup d'images, donc je pense que vous aurez surtout beaucoup de visuels plutôt que des... Ça va mieux là? Merci, et excusez-moi. Mais vous avez bien fait de le dire au début et pas à la fin de la conférence. Voilà, donc nous reprenons le cours de l'histoire. Vous voyez, il a écrit aussi, c'est un artiste qui était aussi poète, qui a écrit énormément de textes. Et là, c'est un extrait d'un texte de lui qui me plaît beaucoup parce que ça résume vraiment son travail. La lumière, c'est ce qui m'intéresse le plus, au calme et en mouvement, avec ses accents d'ombre, une feuille blanche, du verre, de la laine, et bien d'autres choses pour incarner l'esprit, écrire l'indicible. On va repartir dans son histoire. Il est né en 1929, il est décédé en 2009, donc à l'âge de 80 ans, et il est issu d'une famille très modeste, d'origine à la paysanne, l'un du côté du Béarn, d'un côté, et de l'autre côté de la Sologne. Voyez, on voit ses parents là, qui se sont installés tous les deux en région parisienne, venus monter à Paris, de leur province,
pour trouver des métiers très, très simples. Elle était cuisinière et lui, il était agent de maîtrise au Bon Marché. Voyez. Donc à Saint-Prix, près de Paris. Alors, pour ceux qui connaissent l'histoire un peu du vitrail et la dalle de verre, c'est étonnant parce que c'est tout près de Saint-Prix, à Montigny-les-Cormeilles, qui a été inventée la dalle de verre par le verrier Albertini avec Jean Gaudin. Et donc c'était aussi une histoire, un clin d'œil de l'histoire peut-être aussi. Et à la même année, la dalle de verre, en 1929. Tout jeune, il était autodidacte, donc il a toujours aimé dessiner, sans avoir eu de formation. Donc il a beaucoup dessiné et il était originaire de ce village. Donc il est né dans les Pyrénées, à Bruges, dans le Béarn. Donc quand on dit Bruges, c'est pas Bruges en Belgique, hein, c'est dans le Béarn, pas loin de Pau, et pas loin de Lourdes non plus. Voilà. Donc ça, c'est des dessins qu'il a fait plus tard, de son village natal. Et ça, vous voyez sa maison d'enfance, Marie-Émile Guérin, ses parents, entourés de sa fratrie. Son frère aîné, René, Henri, lui, Anne-Marie, sa sœur, et Paul, qui est devenu prêtre après. Et il y avait un petit garçon qui est décédé beaucoup plus tôt, très jeune, à 2 ans. Voilà. Alors là, on a dans les photos d'archives de la maison des photos de lui enfant, et c'est très amusant parce qu'il a souvent écrit des commentaires au dos de ses photos. Vous voyez, il a écrit là, « Enfant de cœur, j'adorais les chants, les cérémonies, et plus encore Dieu. J'ai été dans ma turbulence enfance un vrai contemplatif, 2 à 3 minutes par jour. » Et déjà, on cale son tempérament, son caractère avec beaucoup d'humour. Donc là, on le voit aussi à la période, il a été au collège des... Je me sais plus, un petit trou de mémoire, hein, dans le collège où il a été. Il a eu jusqu'au certificat d'études les frères des écoles chrétiennes de Buzenval. Donc Saint-Prix, c'est au nord de Paris, hein, pas loin de la forêt de Montmorency. Et là, on le voit pendant la période aussi difficile de la guerre aussi. Il a été en Sologne aussi, donc il a participer aux travaux des champs de sa famille paternelle qui était de Sologne. Et c'est par sa mère qu'il était du Béarn. Voyez. Et en 1947, sa mère décède. Et ça va, chez lui, déclencher aussi l'envie d'écrire des poèmes. Et vous voyez, en bas, on a un petit cahier qu'on a retrouvé, son petit cahier vert, sur lequel il a écrit beaucoup de poèmes. Et il va devenir apprenti dans une entreprise à la cire perdue, de fonderie à la cire perdue, chez l'entreprise Rateau. Et cet amour de la nature et de la poésie va l'habiter toute sa vie. Vous allez voir, jusqu'à la fin de sa vie. On le voit là quand il est jeune apprenti, et les dessins qu'il faisait comme ça aussi de tous les gens, il croquait facilement tout ce qui passait à côté de lui. Et puis en 1951, il doit faire son service militaire, donc c'est juste après-guerre. Et il nous a toujours raconté qu'il avait un peu bluffé. Il ne voulait pas être incorporé dans un régiment normal, donc il a réussi à se faire incorporer chez les chasseurs alpins au Tyrol. Il y avait un peu d'occupation aussi encore à ce moment-là en Autriche. Et il va donc dire qu'il va faire incorporer, alors qu'il n'avait jamais fait de ski, hein. Il ne savait pas du tout. Et là, il va avoir un accident au début qu'il skie, et on va découvrir qu'il a une décalcification osseuse grave et il va devoir être hospitalisé et immobilisé complètement avec un corset. Et là, on voit sur ce petit à l'arrière de cette photo, il a écrit, voyez, je n'ai fait que 11 mois de service militaire. Je n'ai pas voulu rester dans la caserne et je suis allé en éclaireur skieur à Seefeld dans le Tyrol. Voilà. Donc là, ça va être pour lui extrêmement important, ce moment de rupture en fait dans sa vie. Un jeune garçon, il a même pas 23 ans, hein, qui est immobilisé, qui est coincé. Et son père, à ce moment-là, sentant qu'il était très intéressé par l'art et la littérature, va lui faire une sorte un pupitre sur lequel il va pouvoir lire et surtout lui donner un poste de radio. Et là, il va pouvoir écouter la musique, la littérature, ce qu'à l'époque nous appelions maintenant France Culture, mais c'était à l'époque Radio France, je pense, il écoutait énormément de choses. Et dans un texte qu'il a écrit beaucoup plus tard, il va revenir sur ce moment-là, de cette vocation-là, vous voyez. Entre l'enfance perdue et la naissance de l'adulte, pendant les années d'adolescence, j'ai vécu en creux. Ce vide a sans doute préparé l'entonnoir lorsque, alité plus d'1 an, dans le silence d'une chambre, s'engouffrèrent toutes les passions refoulées de l'enfance. L'art, par la lecture, la poésie, la musique, me délivra de ce vide avec une ferveur qui n'a jamais cessé. Mes désirs s'ordonnèrent vers un même élan, je découvrais le monde, il devenait malléable. Il naissait sur mes cahiers à dessin, actes écrits de gestes de plus en plus précis. Je prenais conscience d'une voie possible, un petit chemin s'ouvrait à l'espérance de naître à soi-même. Guillaume, Guillaume, je m'attendais moi-même. Guillaume, il était temps que tu viennes, chante Apollinaire dans ce poème de la vocation. Là, on voit, voyez, comment la lecture des grands poètes, comme Apollinaire, vont nourrir aussi son désir de l'art.
Et vous voyez cette photo de lui, cette photo d'identité, c'est lui qui a écrit au dos « Découvrant l'art et la vraie vie ». Et là, on est en 1951-52. Et le tournant pour sa vie, et pour sa vie d'artiste et pour sa vie d'homme, pour toujours, c'est le choix de la maison de convalescence que vont faire les médecins à ce moment-là. Et ça va être Font-Romeu. Font-Romeu dans les Pyrénées-Orientales. C'est un lieu en altitude, hein, où vous savez que les sportifs vont souvent là-bas aussi pour se préparer. Et l'air est très pur. Et beaucoup de gens, à cette époque-là, il y avait beaucoup de maisons d'enfants et des maisons aussi de convalescence pour des gens qui avaient la poliomyélite aussi. Donc, on va l'envoyer là-bas. Et ce choix, ça a été exceptionnel parce que c'est là qu'il va découvrir à la fois la beauté de la lumière, de la nature de Font-Romeu, la beauté des paysages, et on le voit là aussi, vous voyez, il va dessiner et faire des rencontres qui vont l'orienter vers l'art. Et une des premières rencontres qu'il va faire, ça va être avec l'œuvre de Matisse. Matisse décède en 1900, plus tard en 1954, mais quelqu'un à Font-Romeu donc lui met en main cette revue Verve de Matisse. Dans cette maison où il se reposait, l'épouse du médecin, Madame Capel, faisait, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, une sorte de salon intellectuel, artistique et culturel. Et tout de suite, il a été invité à participer à ce salon et il a rencontré des personnalités extraordinaires au niveau intellectuel et artistique qui l'ont nourri vers l'art, amené vers l'art. Et il a eu en main cette revue Verve. Alors nous, on a eu la chance, après, beaucoup plus tard, je lui ai offerte, parce qu'il m'avait parlé de cette revue, on l'a retrouvée. Et dans cette revue, on va retrouver écrit, sur ce fameux petit cahier vert, il va recopier un texte qui est dans cette revue Verve où Matisse parle de la vocation. Et ça, c'est absolument touchant de voir qu'en 1952, vous voyez, il recopie ça, hein, ce texte. Et je vous en lis une partie. Un jeune peintre qui doit bien croire qu'il n'a pas tout à inventer, doit surtout ordonner son cerveau par la conciliation des différents points de vue des belles œuvres qui l'impressionnent et parallèlement par des interrogations à la nature. Après avoir pris connaissance de ces moyens d'expression, le peintre doit se demander « Qu'est-ce que je veux ?» et procéder dans sa recherche du simple au compliqué pour essayer de le découvrir. S'il sait garder sa sincérité vis-à-vis de son sentiment profond, sans tricherie ni complaisance, sa curiosité ne le quittera pas, ainsi jusqu'à l'âge extrême de son ardeur au dur travail et la nécessité d'apprendre de sa jeunesse. Quoi de plus beau? Vous imaginez un jeune artiste qui dit ça d'un artiste qui, lui, est en fin de vie. Hein. Je pense qu'il y a une très belle exposition en ce moment qui démarre à Paris avec les dernières œuvres, les derniers collages de Matisse. C'est assez émouvant, surtout qu'à partir de ce moment-là, Henri Guérin, lui, qui est immobilisé, qui ne peut pas, on lui avait dit qu'il ne pourrait plus jamais porter de poids, qui sera handicapé un peu par cette greffe osseuse qu'il avait eue et qui sera toujours fragile, va commencer à faire des collages avec des tissus. Alors c'est toujours émouvant de penser que c'est par le ciseau que Matisse finit sa vie, et Henri Guérin, c'est par le ciseau aussi commence comme son expression artistique, vous voyez. Et à Font-Romeu, il va rencontrer une toute jeune femme, qui est étudiante en médecine toulousaine, qui est ma mère en fait, et qui est toujours vivante, donc qui va devenir son épouse et sa compagne pour toute sa vie. Il va lui écrire des poèmes sur des cartes, voilà, et il va faire ce portrait d'elle qui est extrêmement matissien, voyez, un collage justement. Et il va commencer à faire ces collages. Alors un de ses premiers, c'est une annonce, c'est une nativité, vous voyez. Et alors dans une correspondance avec ma mère, on trouve des dessins préparatoires avec toutes les indications de couleurs. Alors c'est assez naïf aussi, mais c'est déjà aussi des choses qui l'animaient. Et il va faire à ce moment-là énormément de compositions. Et il découvre aussi son amour de la lumière, non seulement par les paysages, mais aussi par un peintre qui le touche énormément à ce moment-là, c'est Georges de la Tour. Et il venait d'être publié dans une revue. Il y avait eu un livre qui venait de publier sur Georges de la Tour que ma mère justement offre à mon père à Noël 53. Et c'est étonnant que dans ce livre, la seule reproduction en couleur, c'est le martyre de Saint-Sébastien, par Saint-Sébastien qui est mort veillé par Sainte-Irène. Et mon père fait un des tissus collés qui s'appelle La veillée du mort, vous voyez, qui est tout à fait inspiré avec les grandes ombres de cette peinture. Alors, on n'en a plus qu'une photo noir et blanc parce qu'il a disparu, mais c'est déjà un bon témoignage. Voilà. Vous voyez, et là, on voit aussi qu'il ne savait pas du tout qu'il allait faire du vitrail. Hein, pensons à ça, à ce moment-là. Il avait 24 ans. C'est des dessins préparatoires, je dis, pour un collage qui s'appelle aussi La lecture sous la lampe. On voit tout son travail sur le clair-obscur de graphisme. C'est pas de la gravure, hein, c'est du dessin à l'encre avec des traits lancés. Voilà, là, vous voyez une très très belle annonciation. Donc on voit la gouache préparatoire,
aussi, une visitation en dessous et le tissu collé. C'est d'une simplicité de forme aussi, on voit bien l'inspiration aussi de Matisse dedans. Voilà. Et à cette période-là, en 1953, il va avoir une très très belle exposition à Font-Romeu, au Grand Hôtel. Et un de ses amis dont je vous parlais tout à l'heure, Pascal Renoux, qui est un intellectuel lui-même, qui était lié avec la génération des grands poètes du début du XXe siècle, dont André Sulmon par exemple, va écrire dans la préface de ce petit catalogue quelque chose qui est absolument étonnant. Quand j'ai trouvé ça, je me dis mais c'était déjà prémonitoire, voyez. Toujours, il se tient à l'écoute de cette lumière originelle qui, par le truchement du tissu collé, comme par celui de toute matière qu'il adoptera par la suite, gouache, huile, verre de vitrail, émail de la céramique, restera pour lui la matière unique dans sa plénitude, en même temps que l'instigatrice de la composition et de la construction. Et c'est vraiment ce qu'on va voir dans toutes ces œuvres qui vont suivre, que ce soit après en vitrail ou en tapisserie. Vous voyez par exemple un petit tissu collé qu'il a fait aussi pour la promotion de Font-Romeu, qui est disparu. On ne connaît que la reproduction dans un ouvrage. Et puis, il faut bien que j'arrive quand même à vous parler du vitrail. Il va se marier avec donc Colette Petit et venir s'installer à Toulouse. À Toulouse, il va faire encore des grands tissus collés. Vous voyez, c'est notre fameux pont suspendu, le pont Saint-Pierre, qui n'existe plus maintenant. On le voit battre le pavé place du Capitole, là. Et il va se dessiner pour se faire la main les danseuses du Capitole. Donc on a énormément de dessins, énormément de croquis comme ça, des croquis au trait lancé de ces danseuses au Capitole. Et il va par exemple faire la couverture de Tristan et Iseult pour le théâtre du Capitole. Voilà. Donc là, à l'autre côté, c'est un très très beau collage sur le thème de la Loreley d'Apollinaire, qu'il a toujours énormément aimé, énormément lu dans sa vie. Et en 1950, dans Font-Romeu, il va avoir une très belle exposition. On va même pouvoir faire l'illustration d'une grande page de la Dépêche du Midi pour Noël. Et vous voyez à la fois là, son travail de poète. Je ne vous le lis pas parce que c'est trop long à vous lire, ce petit texte pour souhaiter la bonne année, avec à la fois du dessin, des dessins très lancés, et ce poème qu'il a composé au milieu. Et puis, on voit aussi, pour se faire la main, il va être dessinateur des procès à huis clos à Toulouse. Et donc, on a des carnets de croquis absolument impressionnants de tous les avocats, les juristes, toute la cour, les cours d'appel, les cours de la ville de Toulouse. Donc là, c'était un autodidacte, il s'est vraiment fait la main. Dans cette période, il fait aussi des peintures, des premières peintures à l'huile, alors vers l'abstraction et vers de la figuration aussi. Là, c'est une très belle peinture qu'on a rachetée il n'y a pas longtemps à Paris et qui est le Jésus devant les apôtres, Paul, les pêcheurs, qui étaient encore des pêcheurs en fait, avec leurs grands filets. Vous voyez, il oscille entre l'abstraction, une sorte de figuration, une abstraction figurative, on peut dire, et puis les peintures à l'huile. Et on sent que la lumière est toujours là, par là. Et puis voilà. Alors le fait qu'il soit venu s'installer à Toulouse, à la suite de cette exposition où il présente ses collages, quelqu'un lui dit, mais vous savez, cette manière de découper les tissus et de les relier entre eux, ça fait penser à la découpe du vitrail. Vous devriez aller voir l'abbaye d'Encalcat. C'est une abbaye bénédictine qui se trouve pas très loin de Toulouse, à 60 km au sud-est de Toulouse, oui, sud-est, où un moine, Père Ephrem Socard, qui est quelqu'un qui a compté aussi dans l'histoire artistique de son temps, a créé un atelier de vitrail. Et justement, vous allez voir, j'en parlerai, en dalle de verre. Il venait de créer cet atelier. Et donc, mon père va le rencontrer. Et là, il va y avoir entre deux, je ne peux pas dire un coup de foudre, mais un coup de foudre à la fois spirituel, intellectuel, et puis sur le plan artistique, très fort. Et il raconte aussi plus tard, en 1990, cette rencontre. Je ne sais pas si vous sentez aussi, les textes, il écrit très bien. C'est toujours une très, très belle écriture quand il parle de son travail. Un matin d'automne, à l'abbaye d'Encalcat dans le Tarn, une tonsure blanche, couronnant un bénédictin sans âge, m'apparut à l'entrée de la cellule où j'avais débarqué la veille au soir. Un sourire ineffable, appuyé d'un regard confiant, rompit toutes mes défenses, et l'artiste que j'avais prétendu être au frère portier n'osa plus ici que se taire. Et donc, effectivement, ils vont voir cette rencontre, il va lui montrer tout de suite ce qu'il fait. Et voyez, il y a une carte postale montrant le père Ephrem au travail. On était début des années 50, il y avait toutes les églises à reconstruire suite aux dégâts de guerre, et puis il y avait aussi des églises nouvelles qui se faisaient, et la dalle de verre avait trouvé effectivement sa place dans ces nouvelles églises de béton armé. Voilà. Et lui-même était fresquiste avant de rentrer dans les ordres, et il avait réalisé par exemple les fresques, les seules peintures vraiment à fresques qui sont au musée des monuments français, maintenant la Cité de l'Architecture,
à Paris. Voyez, il s'appelait Jacques Socard. Voilà. Donc, quand il était moderne, il fait une fresque, vous voyez, une peinture murale dans l'abbaye d'Ancalcat qui représente la Seine. Et c'est très, très cubisant, hein, comme peinture aussi, comme travail. Donc, lui-même était un artiste. Et dans cette abbaye, en Calcade, je fais une toute petite parenthèse, il y a eu quelques moines artistes assez exceptionnels, comme le grand tapissier Don Robert, dont j'ai la chance d'être devenu, depuis plus de 20 ans, confier l'œuvre, et j'en suis responsable maintenant. Et je suis une des spécialistes de Don Robert maintenant. Et c'est une chance d'avoir pu travailler sur cette œuvre-là. Donc, vous voyez, en Calcade, le père Ephrem Socard travaillait aussi dans la modernité. Il n'était pas dans la copie depuis vitraux anciens ou du 19e siècle. C'était vraiment un artiste qui faisait des choses extrêmement modernes. Voilà. Et il va y avoir la rencontre non seulement à ce moment-là avec ce moine, mais avec la dalle de verre, avec la matière. Vous voyez une dalle, ce n'est pas du tout comme les grandes cives ou les grands manchons de verre traditionnels fins. C'est un matériau épais qui fait autour de 2,5 cm d'épaisseur, des plaques de verre de 20 par 30 et qui ont été inventées par le mosaïste Jean Gaudin pour faire ce qu'il appelait des mosaïques lumineuses à l'époque et pour contrecarrer la mode, pour contrebalancer la mode des pavés de verre dans l'architecture du début du XXe siècle, hein, et surtout après-guerre. Voilà. Donc là, vous voyez Jules Albertini. Donc mon père va aller rencontrer Jules Albertini. Après, il va devenir ami avec Gérard Albertini qui travaille encore. Et c'est sa fille, maintenant Christelle, qui a pris la suite, qui existe toujours, hein, qui fabrique toujours. Alors, ils sont très connus pour la céramique aussi, pour la pâte de verre, mais ils continuent aussi à faire de la dalle de verre. Voyez. Donc ça, c'est une technique très particulière. Et des secrets de famille, parce que Jules Albertini lui-même venait de Murano. Donc il avait des secrets de fabrication de couleurs, entre autres les rouges, enfin, voilà, qu'il maintient et qu'il a transmis. Il est très heureux, Gérard, d'avoir pu transmettre à sa fille ses secrets de fabrication, parce qu'ils ont une qualité assez exceptionnelle de verre, qui n'est pas tout à fait le même. C'est Saint-Gobain s'est mis à faire de la dalle de verre en suivant, tout simplement parce que ils avaient demandé, Jean Gaudin avait demandé l'exclusivité à Albertini, et vu la mode de développement de la dalle de verre, il fallait bien quelqu'un d'autre en face d'autre. Et donc Saint-Gobain s'est mis à faire de la dalle aussi pendant un temps. Mais actuellement, je pense qu'il n'y a plus que lui en France qui fait de la dalle. Voilà. Donc rapidement, pour vous montrer juste, hein, la technique, c'est extrêmement différent du travail du travail du verre mince lié avec un ciment, avec du plomb, excusez-moi. Il y a, vous voyez, c'est un billot, une table de taille, avec un billot planté dans un tranché au tungstène planté dans un billot de verre. Et donc, on taille le verre, on ne le casse pas, on le taille, mais on peut l'assembler avec un joint de ciment. Alors, au début, on disait béton armé. Petit à petit, avec l'évolution de la technique et l'évolution du ciment lui-même, il appelait ça un joint minéral. Et c'est un joint qui se rapproche au niveau de la dilatation, qui vraiment une belle cohésion avec le verre lui-même. Donc, vous allez voir, après, quand j'ai déroulé l'œuvre vitrail, vous allez voir l'évolution de la technique. Mais c'est toujours la même technique dans l'atelier depuis le début. Et là, c'est des photos de l'atelier de Plaisance du Touche, où mon père a travaillé, où s'est installé dans les années 60 et jusqu'en 2009, l'année de son décès. Vous voyez, donc après, une fois que le verre est taillé, on le reporte sur une table de coulée. Et c'est à ce moment-là, sur la table de coulée, qu'il faut faire des sortes de petites digues avec du mastic pour empêcher que le ciment vienne se mettre dans les interstices du verre taillé dans son épaisseur. Donc, c'est assez long, ce travail-là. Il faut après le laisser sécher, le nettoyer et le relever et le gratter. Et alors, dans son travail, c'est pour ça que je vous dis peintre et maître verrier, c'est qu'il va concevoir lui-même toujours ses propres vitraux. Il les conçoit en peintre et il les réalise en maître vitrail. Donc, c'est le moment où il taille le verre, vraiment où il taille son vitrail, que l'acte de création se fait. Vous voyez, la maquette, c'est toujours une indication. Pour lui, ce n'est pas un tracé à l'échelle 1 dès le départ. L'échelle 1, elle se fait une fois que la taille est faite. Si vous voulez, il a sur son carton de coupe, il a la forme de toutes ces pièces qui se sont mises, mais il ne fait jamais de gabarit à l'avance. Lui, en tout cas, il y a d'autres gens qui travaillent différemment, hein, la dalle de verre. En tout cas, il ne fait pas de gabarit à l'avance. Il n'a pas de table lumineuse. Il travaille à la lumière naturelle, en levant ses verres sur sa fenêtre, vous voyez, en regardant la lumière et en comparant d'une à l'autre ses couleurs. Donc, c'est vraiment en peintre, et c'est son verre à ce moment-là et si vous voulez, c'est un peu son martelet et sa marteline qui servent un peu comme le pinceau, vous voyez. Voilà. Donc ça, vous le voyez dans ces derniers vitraux. Et donc, on va revenir au départ je vais dérouler maintenant un petit peu son œuvre vitrail. Est-ce que ça va mieux, le micro, ou pas trop? C'est trop près encore? Dites-moi. C'est encore trop près? Donc là, vous le voyez avec le père Ephrem à la première exposition qu'il a faite à Toulouse
où c'est le père Ephrem qui a fait la seule fois un vitrail, c'est une tête d'apôtre, d'après un projet d'Henri Guérin. Et là, on les voit tous les deux à cette exposition à Toulouse, où c'est un petit peu le passage aussi du témoin. Et donc, il va avoir tout de suite une commande pour une église, une église du Tarn, près d'Albi, Carlus, où on va sentir encore l'influence, un petit peu ce qu'il disait des réseaux de l'art roman, en fait, des réseaux des premiers vitraux. Vous voyez, énormément de coloration. Il n'avait pas encore acheté lui-même ses propres verres, donc il a collaboré avec le père Ephrem entre 1955 et 1960. Donc, il n'avait pas encore son propre atelier autonome. Il n'était pas autonome, si vous voulez, dans l'achat de son approvisionnement de verre. Donc, il dépendait de l'abbaye d'Ancalcat. Et souvent, c'est des commandes qu'ils ont eues ensemble pour différentes églises. Et là, c'est la seule église où le père Ephrem, enfin la première église en 1955, où il lui confie l'ensemble d'une réalisation, d'une église entière. Mais les palettes et les colorations, les verres étaient en calcate. Il lui-même avait son propre petit atelier à Toulouse. Donc, ce n'était pas encore la maison qu'il va acheter après. Donc, il ramenait de cette abbaye, il raconte qu'il n'avait même pas encore de voiture, par l'autocar, il ramenait les caisses de verre, et puis il taillait, il faisait ses vitraux dans son petit atelier de Toulouse. Vous voyez, et alors là, ils ont eu la chance très vite de pouvoir avoir une commande. C'est une église qui maintenant a été classée au patrimoine du XXe siècle. C'est à Haussillon, près de Mazamet. Donc, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est au sud d'Albi, on peut dire. Une très très belle église avec l'architecture aidée au niveau technique par Jean Prouvé, voyez, qui a été faite, une très très belle église. Et il a eu la chance de pouvoir travailler sur le baptistère de cette église. On pense au baptistère de M de Manessier aussi. Je ne sais pas si vous connaissez, où il y a un très beau baptistère aussi à Audincourt. Aussi, voilà. Vous voyez, et dans cette période-là aussi, tout à fait inspiré par les vitraux du Moyen-Âge et la figuration, il va faire une église néo-romane, néo-byzantine à Béziers. Ils vont partager la commande avec le père Ephrem. Et c'est des vitraux figuratifs. Donc vous verrez, je reviendrai tout à l'heure à son travail figuratif. Et on voit très bien ce que fait le père Ephrem à ce moment-là. C'est extrêmement ciselé, c'est beaucoup plus très très fin. Et chez Henri Guérin, on sent qu'il y a déjà une volonté beaucoup plus puissante, enfin de s'extraire un petit peu d'une certaine rigidité. Même s'il reste dans la figuration, c'est des thèmes de la vie de la Vierge. Vous voyez, là, il va arriver dans une église moderne. Alors ça aussi, c'est une église qui vient d'être classée patrimoine du XXe siècle. C'est l'église du couvent des Dominicains de Rangueil. Toute cette période de ce qu'on appelait d'architecture brutaliste, grands éléments de béton, et qui devait correspondre à la fois à l'église d'un couvent et l'église d'une paroisse. Et c'est de l'époque aussi, début des années 60, du renouveau liturgique. Un peu avant Vatican II. Ouais, pardon. Et mais déjà, il tenait compte de cette liturgie et de la liturgie face au peuple. Donc là, il a fait une très très belle grande verrière avec le père Ephrem, mais ce n'était pas lui qui avait composé exactement les colorations qui étaient trop vives pour lui. Et c'est à partir de cette réalisation avec d'autres qu'il a commencé à se séparer et sentir qu'il partait vers autre chose. Vous voyez, ça c'est les compositions qu'il fait lui-même. C'est des sortes de grandes calligraphies où le joint de ciment va venir s'intégrer à la composition. Vous voyez, faire comme un graphisme avec des plages très, très puissantes qui forment une sorte de graphisme extérieur aussi. Vous voyez, à l'intérieur, ça va faire des grandes formes noires qui accompagnent les compositions sur un fond blanc, et à l'extérieur, ça fait un joint autonome. Et ça, il va être extrêmement attentif dès le début. Vous voyez, là, on est en 1960, attentif à l'effet extérieur de ces vitraux. Donc, petit à petit, le ciment va même changer, il va pouvoir même faire des colorations de ciment. Et je vous montre un morceau de maquette. Les maquettes sont extrêmement belles aussi parce que c'est des projets à la gouache qui sont très très beaux. Ils ne sont pas à l'échelle 1, c'est souvent au 5e au départ, puis après au 10e, puis après au 20e. Ça dépend aussi des chantiers, mais c'est souvent une vision générale du vitrail. Et vous voyez un de ces derniers tissus collés chez les Dominicains. Il a disparu depuis, mais c'était tout à fait dans l'esprit des vitraux de cette époque-là, ce côté calligraphique des vitraux des années 60, de ces vitraux des débuts des années 60. Et là, on voit aussi que parallèlement, il fait aussi beaucoup de la vie et de dessin, aussi d'après nature. On voit aussi des vitraux où on sent qu'il commence à s'inspirer des rythmes et de la végétation et de la nature. Vous voyez, et la coloration va sortir des colorations un peu, des couleurs primaires des vitraux du Moyen-Âge pour aller vers ses propres colorations. Et surtout, il va commencer à avoir une certaine autonomie pour pouvoir aller acheter lui-même son verre et créer son propre fond de verre chez Albertini.
parce qu'en 1961, ils achètent cette maison à Plaisance-du-Touche, qui est à 15 km de Toulouse, où ils vont pouvoir s'installer. Alors nous, entre-temps, on est 5 enfants qui sont arrivés dans cette maison, dans cette famille. Donc 5 enfants entre 54 et 61, vous voyez. Et on va s'installer donc dans cette maison-là, où il va transformer une partie de la maison, l'ancien garage, en son atelier de verrier. Et une autre pièce va être réservée à l'atelier de peinture. Et cette photo que vous voyez avec la glycine, elle est en train de fleurir. C'est une photo qui a quelques années, mais j'en viens. Là, j'étais encore hier matin ou avant-hier matin, et cette maison, c'est toujours la même. Voilà, et vous voyez ce jardin, il va créer une très belle fenêtre ouverte au nord pour accueillir ses vitraux, et vous le voyez, le jardin aux 4 saisons. C'est un très beau jardin. Quand il a entretenu lui-même ses fleurs, il aimait beaucoup s'occuper de son jardin. Voilà, donc on revient quand il s'installe à Toulouse. Là, on est début des années 62. Je vous dis les lieux, mais je ne vais pas vous saturer de noms parce qu'il y a il y a des centaines de réalisations. Donc, si je vous dis tout partout, vous allez être saturé d'informations. Bon, c'est à Saint-Germain-de-Pibrac. Voilà. Et là, vous voyez ces vitraux que j'appelle calligraphiques aussi. On voit juste un petit problème de technique, de vieillissement de certains verres qui ont des problèmes de cuisson et qui peuvent effectivement à la longue s'abîmer, s'altérer. Mais dans son œuvre vitrail, en gros, il y en a très très peu de vitraux. Donc l'argument que j'avais à une époque de ma soutenance de thèse, c'était en 2003 déjà, vous voyez, donc ça commence à faire du temps. J'avais été attendue au tournant par beaucoup de spécialistes de vitrail en me disant mais la dalle de verre, ça ne tiendra pas le coup. J'ai écouté les vitraux de mon père, ils ont déjà maintenant plus de 60 ans et ils tiennent encore. Voilà. Et certains n'ont aucun problème technique parce qu'il a toujours fait très attention à la qualité de son ciment et de bien noyer les armatures de fer à l'intérieur du ciment pour pas qu'elles rouillent. Et ça, c'est tout le problème du béton armé, qu'il soit en vitrail ou dans l'architecture. Quand les ferrailles arrivent à l'air, elles s'oxydent et elles font éclater le ciment. Voilà, là, on est dans des vitraux aussi où vous voyez son travail quand il va pouvoir acheter son verre et l'éclater en profondeur. Alors ça, c'est quelque chose qui va faire marquer son travail, et c'est comme ça qu'on le reconnaît aussi souvent, ces vitraux. C'est la façon dont il va choisir de prendre des verres assez sombres, assez très sombres, pour les éclater avec sa marteline. Vous savez, il disait toujours, moi au vitrail, j'apporte de la lumière, alors que dans le vitrail traditionnel, avec les repeints, la plupart du temps, on rajoute de l'ombre par les repeints, vous voyez, sur le verre en faisant les personnages. Et lui, c'est le contraire. Il va éclater dans l'épaisseur de son verre, et la dalle de verre faisant 2,5 cm d'épaisseur, quand il éclate son verre, ça va vers la lumière. Et là, on va avoir des détails absolument extraordinaires. J'aime bien montrer le vitrail ce grand vitrail-là, parce qu'on est très tôt dans son œuvre, en 1960. J'ai le pointeur là. Oui. Voilà. Non, l'autre là-bas, tu montes de grand vitrail, où on voit qu'il fait attention déjà à l'ordonnance dans le meneau de la fenêtre. La bonnétature de la fenêtre va être très, très importante pour lui. Et petit à petit, il va s'intégrer non seulement en peintre, mais en intégration à l'architecture, à l'espace de l'architecture. Vous voyez, et dès cette période, il va avoir des chantiers extrêmement variés. Donc non seulement pour des églises, souvent des églises du 19e siècle ou des églises de la reconstruction. Et là aussi, c'est l'école vétérinaire de Toulouse, une école très moderne, où il va faire le hall de l'accueil et le hall de l'attente. Et vous voyez, à l'extérieur, ça donne une sorte de calligraphie très intéressante aussi, comme des envols, comme des formes aussi. Voilà. Et ça, il y tenait compte. Là, on est dans un moment où il vient de prendre son indépendance avec le père Ephrem, et on sent qu'il va explorer énormément de palettes colorées. On est à Saint-Germain-en-Laye, une petite église où on sent qu'il y a vraiment un jeune artiste qui découvre la beauté des verres et qui veut s'exprimer dans toutes les colorations possibles. Et ça, c'est un beau travail. Et petit à petit, vous allez voir que ça va s'unifier. Il n'aura plus autant de variétés dans un même lieu. Il essaiera de trouver l'unité du lieu. Et l'unité du lieu va lui être donnée par la fonction, souvent liturgique, d'une église. Et non plus dire, je suis un peintre qui arrive, comme il dit, poussez-vous de là, j'arrive, et c'est moi qui viens montrer ce que je sais faire. Non, au contraire, il va s'effacer petit à petit pour donner l'importance au lieu lui-même. Et ça, c'est une leçon que beaucoup de créateurs de vitrail contemporains ont retenu et peuvent retenir aussi dans leur approche du rôle du vitrail. Voilà. Vous voyez, là, on est à Étole, dans les Charentes-Maritimes. Et c'est très beau parce qu'il a écrit un texte. Alors, souvent, il n'écrivait pas beaucoup de textes au début. Ce sont les gens qui lui ont demandé, après coup, souvent d'écrire un texte pour s'expliquer sur son inspiration. Et puis, petit à petit, on va trouver dans ses écrits l'esprit du projet. Mais souvent, il aimait beaucoup parler après aussi de son travail. Et là, on sent vraiment sa relation à la nature qui est très, très forte. Je vous le lis.
j'ai pu découvrir et aimer ce paysage en pro sur l'océan, avec ses grands paysages de bois, de dunes et de plaines inclinées. Peut-être retrouverez-vous dans ces verrières quelque chose du mouvement de la mer et d'autres choses aussi. Un certain vitrail vert et brun, un peu farouche, comme votre côte sauvage. La géographie du pays détermine souvent mes colorations. Il est un fait que cette région appelle peu le rouge, mais les bruns, les verts, les bleus et les oranges qui portent si bien ces derniers. Voyez donc, chaque fois, c'est l'intégration au lieu qui va nourrir son inspiration. Et l'intégration, quand je dis intégration, c'est non seulement à l'architecture, mais aussi à la fonction du lieu. Et puis, vous avez vu le paysage environnant aussi. Donc, ce mélange de toutes ces inspirations-là vont donner des œuvres assez uniques et exceptionnelles. Voyez. Et là, il reparle aussi de... Vous voyez, ça, il dit à cette époque-là déjà, et c'est très important, parce qu'il y avait le débat à cette époque-là encore sur la figuration et la non-figuration. Chez lui, ça a toujours été, ça n'a pas été vraiment un débat pour lui-même. Hein. C'est sa capacité d'adaptation qui fait qu'il a pu faire de la figuration tout en faisant aussi des vitraux abstraits. Et là, il dit quelque chose de très important, et qu'il le dise déjà en 63, 64, pour moi, dans mon travail de recherche, ça avait été essentiel. La non-figuration n'est pas si éloignée qu'on le pense de la nature. Dans ces vitraux, il y a des rythmes naturels de végétation, de ramures d'arbres, d'harmonies de saisons différentes. Leur identité n'est pas révélée ni décrite, mais on peut, avec une sensibilité à l'écoute de cette nature, y trouver un écho. Et il dit, le joint est au vitrail ce que le rythme est à la musique. Le projet n'est pas une fin en soi, et c'est comme une partition sur laquelle j'interprète mes couleurs à la taille en les faisant jouer ensemble. Voyez ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc il en a eu conscience très tôt de sa manière de travailler. Et là, on voit que les masses colorées s'agglutinent sur les masses de ciment et font, vous savez, cette espèce de composition sur comme une feuille blanche de peintre. Voilà, quand je vous parle des lieux exceptionnels d'architecture contemporaine, alors je suis ravie de la montrer parce que cette église, elle est à Marseille, c'est Pont de Vivo. On a lancé une pétition pour la sauver. Elle est désaffectée au culte et finalement, je pense qu'il y a la DRAC PACA est en train de protéger cette église, de la classer. On ne sait pas ce qu'elle va devenir, mais au moins pour protéger cette architecture assez exceptionnelle d'un architecte toulousain d'origine espagnole, Auguste Vives. Et cet arc, si vous voulez, monumental, qui est le lien entre deux espaces, deux architectures, deux volumes d'architecture, elle ne pourrait pas démonter. On pourrait dire toujours, vous pouvez toujours démonter le vitrail et le garder quelque part. Là, non, fait partie de l'architecture. Donc, ça serait vraiment un crève-cœur que cette église soit démolie. Donc, on attend de savoir ce que ça va devenir. Vous voyez, donc, chaque fois, l'adaptation au lieu lui fait trouver des solutions différentes. Là, je vous montre dans cet esprit-là aussi une église toulousaine, la Lande, où tout ce travail de peintre est extrêmement puissant, mais on sent aussi déjà qu'il cherche une unité dans la coloration de l'ensemble. Alors ça, c'est une petite église très modeste, très sobre, dans le Tarn, Pradel-Cabardès. Et en fait, un de ces vitraux, je pense que c'est le vitrail bleu, a été choisi pour être présenté dans une exposition d'art sacré à Pomarède. Oui, je me suis trompée de lieu, à la Pomarède. Mais bon, c'est dans l'Aude, au sud de pas loin de Toulouse. A été choisi pour présenter une exposition, un salon d'art sacré à Paris, en 1964, vous voyez, donc déjà très tôt aussi. Et ce vitrail aussi a été vu par des dames qui organisaient une exposition de bijoux, figurez-vous, au Canada, et elles voulaient des vitraux pour accompagner cette exposition. Et il a été choisi, il est parti au Canada, et c'est comme ça que mon père a une commande exceptionnelle, la plus grande surface de vitraux qu'il ait faite. Il y a, je sais plus, je crois qu'il y a 220 mètres carrés de vitraux, pour une chapelle au Canada, alors, qui est maintenant devenue un auditorium d'un grand IUT au Canada, mais c'était exceptionnel. Donc en 64, avoir cette commande pour lui, et c'est par là aussi, vous voyez que chaque fois les choses avancent, qu'il a dû faire produire un certificat comme quoi son ciment résisterait au gel. Vous voyez, les vitraux résisteraient au gel. Et donc à ce moment-là, l'entreprise qui lui fournissait son ciment, qui est une entreprise de cimenterie Zrid à Toulouse, qui est devenue après Lafarge, ils sont allés travailler sur la technique de voir le ciment. Et c'est en le voyant travailler, en le voyant que quand il finissait de couler son vitrail, il tassait avec son marteau, vous voyez, il tapait pour bien unifier le ciment, et qu'un technicien lui a dit, mais ce que vous faites, monsieur, en fait, vous faites comme si vous faites du feuilleté en tapant comme ça. Donc, c'est drôlement intéressant ce que vous faites. Donc, il a confirmé qu'il fallait effectivement faire ça pour bien faire remonter d'ailleurs le fer au milieu et puis bien faire sortir les bulles d'air de son ciment, voyez, par exemple. Donc, ils ont avancé comme ça et ils ont fait ce vitrail. Ils ont pu prouver que les vitraux résisteraient au gel du Canada. Et ça, c'est Ottawa, voyez. Donc, l'ensemble, les maquettes sont impressionnantes de vitraux.
voyez, ils font 3 mètres de haut, hein, les verrières. Et vous voyez dans la maison, les vitraux qui sont tassés dans le couloir de la maison avant de partir au Canada. Et vous voyez le plan aussi de la chapelle, une chapelle ronde, toute ronde. Alors il y aurait beaucoup de détails à vous raconter. Ça, ce sont des photos que j'ai pu faire moi il y a une dizaine d'années quand j'ai pu aller au Canada les voir. Alors c'est plus une chapelle, mais n'empêche que c'est un grand auditorium et ils sont très fiers d'avoir ces grands vitraux. Et parallèlement, dans le même endroit, il a fait un petit vitrail, qui était le vitrail du tabernacle, vous voyez, d'une pureté extraordinaire. Avec ce verre bleu, et vous voyez très bien son travail d'éclatement du verre, là. Voilà. Et 2 ans après, en 67, il a une très belle commande pour le pavillon de France à Ottawa. Il avait eu l'occasion de rencontrer l'architecte Jean Villerval à Paris. Oui, l'Expo Montréal, la grande expo internationale. Oui, l'Expo 67 à Montréal. Et vous voyez ce vitrail, on a la maquette, mais le vitrail lui-même, il est démoli, je pense, on ne l'a jamais retrouvé. Voilà. On ne l'a pas retrouvé, je l'ai cherché, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Peut-être il ressortira un jour. Mais en tout cas, ça a donné un coup de fouet à sa reconnaissance en France. Et en suivant, il y a eu de très très belles commandes, comme à Bordeaux, l'église du Grand Parc, une église moderne de la reconstruction. Et le vitrail a été reconnu, il a un prix. Mais il a eu un prix pour l'architecture et pas pour le vitrail. Voyez, donc c'était considéré comme pour clôturer, la baie clôturait l'architecture, dans cet intégré à l'architecture est tellement bien intégré que c'est un prix de l'architecture et pas un prix pour le vitrail qu'une église. Vous voyez là notre endroit qui est Narbonne, un baptistère, et ça on sent tout à fait la vibration de la lumière qui arrive comme des oiseaux, et on va voir que l'influence de son travail de dessinateur sur le motif en pleine nature. On va de plus en plus infuser dans son travail, à la fois dans la palette de coloration et dans les rythmes. On voit que les joints se morcellent un petit peu, les joints de ciment. Mais il avait besoin d'avoir des armatures à l'intérieur de chaque panneau. Au niveau technique, il avait encore besoin, pour que le vitrail soit solide, d'avoir des armatures de métallique qui passent à l'intérieur de chaque panneau. Vous voyez, là, quand je vous parlais de l'intégration au lieu, je voulais vous montrer que non seulement il va s'intégrer aux fenêtres, mais aussi à l'espace aussi. Et là, on voit à 20 ans d'écart, 30 ans d'écart, comment il a pris conscience de l'unité du cœur d'une église. Que les vitraux des cœurs d'église, c'est ceux qui l'ont amené, si vous voulez, à trouver la symétrie dans son travail. Les premiers vitraux, chez lui, vous avez vu tout à l'heure, c'est des rythmes qui passent, mais il n'y a pas de structure. Et là, petit à petit, ça va se structurer. On voit une église à Puy-Laurent où les 3 vitraux sont conçus ensemble. Ensuite, à Cuisa dans le Lot aussi, et puis à Toulouse, à Pêche-Busque, là aussi, les 3 vitraux s'organisent les 3 ensemble. Il y a une dissymétrie justement pour aller vers l'axe du vitrail. Et ça, c'est très important. Là, je montre ça nous fait un petit peu reposer des images de vitraux. C'est son travail dans la nature. Vous voyez, il va à ce moment-là faire encore beaucoup de... Ses premiers dessins d'encre de Chine, il a beaucoup travaillé à l'encre de Chine, sont des dessins abstraits. Et c'est petit à petit qu'il va arriver à faire des vitraux, des dessins de paysages et d'arbres. Alors c'est assez étonnant parce que dans l'évolution souvent des artistes, ils font une formation classique aux Beaux-Arts en travaillant sur des menus, sur des paysages, etc. Mais lui, c'est comme s'il avait commencé par regarder la structure des choses, de la nature, avec des traits comme ça lancés, vous voyez, c'est des compositions comme ça. Petit à petit, il va arriver à faire des dessins de paysages et d'arbres. Donc il va aller vers le dessin de la nature comme s'il se reculait après. Et ça, c'est extrêmement intéressant de se rendre compte de ça dans son travail. Et là, je vous montre une église qui est assez étonnante, sur laquelle j'ai déjà fait des articles complets, participé à des colloques. C'est une église, je vous conseille d'aller la voir, c'est près du Puy, à Retournac, une église romane. Donc, vous voyez, il a dès le début pu faire des vitraux dans une église romane classée monument historique, même si ça n'a pas été toujours facile avec l'administration des monuments historiques. En 1966, il a pu faire ce vitrail. Un peu contre l'avis, mais finalement, ils ont accepté après, où il va s'inspirer. Alors, Retournac, il y a des vitraux de lui sur 40 ans, 1966, et son dernier vitrail en 2006. Vous voyez, donc on peut suivre son évolution d'une manière assez exceptionnelle. Donc ça, c'est les premiers vitraux où, comme pour Étole, il dit qu'il s'est beaucoup inspiré de la lumière des puits et de la beauté de cette région-là. Vous voyez, là, on voit le travail. Ça, c'est un vitrail qui est 10 ans après, le vitrail du chœur de Retournac. C'est le vitrail avec les ailes d'ange. Et ça, et le dernier, c'est des derniers vitraux. C'est sur le thème de la dentelle et de la neige pour le transept. Et vous voyez la finesse du travail de ciseleur de vitrail. On voit pratiquement plus le joint de ciment. Vous voyez, par rapport au début premier. Vous voyez, là, vous voyez l'un sur l'autre,
de l'extérieur, hein, un vitrail des années 60 et l'autre vitrail. Mais n'empêche qu'il y a une unité dans son travail. Et ça, ce sont les derniers vitraux qui lui ont été commandés aussi pour Tournac. Donc ça, vous le voyez dans son atelier en 2006. Et vous voyez un vitrail sur la table de coupe avant qu'il soit coulé. Voilà, on revient un peu en arrière. C'est la période où dans le vitrail, il va y avoir une évolution technique importante. Là, il avait encore besoin, dans cette église, d'avoir des joints justement de métal qui passaient dans chaque panneau. Vous voyez, les panneaux, techniquement, on ne peut pas faire un panneau de plus d'1 mètre carré. C'est trop difficile, d'abord, ce serait trop lourd. Je veux dire que les gens d'ici, de la Cité du Vitrail, ont vu la difficulté à porter le vitrail qui a ombre de juin et chaque panneau qui sont très lourds. Donc on peut pas, un seul homme ne peut pas faire. Je précise aussi qu'Henri Guérin a toujours travaillé seul dans son atelier. Il n'a pas eu d'apprenti. Il n'y avait personne qui faisait avec lui et son travail. Il faisait tout depuis le début, de la conception à la taille, à la coulée du verre, à le relever, et puis la pose aussi. Donc c'est quelqu'un à qui on avait dit qu'il ne pourrait jamais porter de poids, qui finalement a une résilience assez extraordinaire par rapport à tout ça. Là, je vous montre ça parce que c'est une église aussi très intéressante. C'est Fayence dans le Var. Il y a 33 fenêtres à Fayence dans le Var, l'ensemble de l'église. Il n'y a pas longtemps, ils ont été attribués à l'atelier Loire. Donc, je n'étais pas très contente que personne n'ait pu être capable de leur dire non, c'est pas parce qu'ils ne savaient pas. Et la dalle de verre est parfois représentée par les vitraux de Gabriel Loire, de Chartres, ils sont très connus. Ben non, c'était Henri Guérin. Et ce travail est absolument exceptionnel. On va voir aussi, ça c'est une église aussi, vous voyez, donc il a eu la chance c'est des églises qui sont anciennes et protégées. Ça c'est à Auch, pas très loin de chez nous, donc à Auch, tout près de cette magnifique cathédrale avec ses vitraux de la Renaissance, d'Arnaud de Molle, fantastique. Et c'est une église aussi qui est du début du fin 18e, début 19e. Une très belle église, Saint-Orens d'Auch, où il a fait un ensemble absolument magnifique de vitraux. Il a fait l'ensemble de l'église et l'aménagement liturgique et une tapisserie aussi dedans. Vous voyez, donc c'est un ensemble complet de ces réalisations. Voilà, en 67, il va aussi s'affronter au problème de la tapisserie, où il y avait un renouveau très important de la tapisserie. Et souvent, dans l'art sacré, on a demandé à des artistes de faire de la tapisserie. Donc, vous connaissez peut-être Manessier, qui lui faisait des vitraux aussi comme peintre, faisait faire des vitraux, et qui a aussi beaucoup fait de tapisserie. Et donc, mon père avait essayé aussi, lui, il s'est confronté à ce problème-là, et a commencé à ce moment-là une collaboration très intéressante avec la manufacture Pinton, Feltin, c'est tout près d'Aubusson, et il va créer entre 67 et les années 80 une cinquantaine de tapisseries, pièces uniques, avec ces ateliers-là. Donc, vous voyez, parallèlement à son œuvre de verrier, il va y avoir cette magnifique œuvre tissée sur laquelle je suis en train de travailler dessus, d'écrire un ouvrage dans quelques années. Je l'avais évoqué dans ma thèse déjà. Et vous voyez, à ce moment-là, il y a un vitrail, il y a une tapisserie, il y a une résonance parfaite entre les deux. Et c'est une église pour Auch, des religieuses à Auch. Voilà. Vous voyez là, on a quelques effets, et je vous montre comment il a réussi à traduire en tapisserie, à faire traduire, parce que c'est pas lui qui tissait, et c'était les lissiers de la manufacture. Comment son travail d'éclatement du verre et d'éclaircissement de la matière et son travail de gouache va essayer de le transposer en tapisserie. Alors, je vous en montre quelques-unes en suivant. Vous voyez, on part d'une maquette, d'une petite gouache, on fait un carton, et puis on fait des essais, et après on tisse la pièce. Elle s'appelle Fleur Silence, cette tapisserie-là. Vous voyez, là, tout un travail. Et là, vous sentez, à la fois, on sent son travail de verrier, mais aussi on sent quelque chose qui est très particulier à la tapisserie. Et en tant qu'artiste qui maîtrisait la matière lui-même, il a voulu, quand il a travaillé la laine, s'adapter à la technique de la laine. Ce n'est pas simplement un projet qui aurait pu être indifféremment vitrail ou tapisserie, non, pas du tout. Les projets de tapisserie, c'est vraiment des projets de tapisserie. Et ça n'a rien à voir au niveau de la manière de les peindre eux-mêmes avec le vitrail. Mais on retrouve quelque chose qui fait qu'on sait que c'est du Guérin. Je ne sais pas si vous le sentez, mais voilà, c'est comme ça qu'on arrive à retrouver sa manière de travailler. Voyez. Et vers la fin, il a fait d'autres tapisseries avec une lissière indépendante, où c'est plus la gouache. On sent que c'est son travail de gouache qui ressort le plus avec son travail d'affinement. Vous voyez, c'est le coup du pinceau imbibé, très imbibé. Il appelait ça des lavis de gouache, vous voyez, lui-même. Mais c'est de la gouache qui prend le pinceau très imbibé de peinture, qui au début est assez fort, et puis vers le fin du coup de pinceau s'éclaircit. Vous voyez, ça c'est ce qu'on retrouve dans sa manière de faire en vitrail et aussi en peintre et en tapisserie. Et puis parallèlement, il y a tout son travail sur vous voyez, quand je vous parlais qu'il se reculait dans la nature et qu'il était capable de faire des paysages, ça c'est simplement du lavis. Ouais, c'est de la montagne. Vous voyez, c'est la montagne, la Maladetta. Il a fait beaucoup de
de fleurs aussi. Il aimait beaucoup, il avait son travail à l'atelier, comme il disait, il a travaillé à la lumière, et le soir, dans son petit atelier de peintre, il faisait ses lavis. Et parfois, même sur le motif, il travaillait. Vous voyez, il explique ça dans les années 70. C'est l'époque du vitrail que vous avez ici, 76, c'est la fameuse exposition au Palais Galliera. Et donc, il avait montré à la fois, il aimait beaucoup dans ses grandes expositions, montrer à la fois son travail de peintre, de verrier et de dessinateur. J'ai repris depuis quelque temps le chemin de la nature. Par le dessin, je contemple et médite les yeux ouverts. Je me mesure plus grand que moi, inégal combat contre l'infinie perfection des fonctions et des formes de la création. Et là, on sent que sa spiritualité infuse son travail. Voyez, je vous montrais tout à l'heure, je vous parlais de ces premiers dessins au trait comme ça, qui sont inspirés plutôt d'une vision générale de la nature ou un paysage comme ça, un peu d'eau. Et ça va devenir une tapisserie assez étonnante, faite avec des laines épaisses, comme on faisait dans les années 70. Donc, ce n'est pas une tapisserie de lisse, c'est une tapisserie faite avec de la grosse laine cardée. Vous voyez, c'est aussi un dessin tissé. Et toujours le travail chez lui de la réserve. Vous voyez ce qu'on appelle en peinture la réserve, c'est la façon dont le blanc s'enferme entre des formes des couleurs plus sombres. Et ça va faire, c'est un peu sa marque de fabrique aussi. Vous voyez notre paysage là, voilà. C'est un dessin là qui a été fait en tapisserie aussi. Ça, c'est une tapisserie de lys d'Aubusson. Voilà. Donc on revient. Là, on se retrouve à Felletin, dans la Creuse, et c'est une de ses plus belles réalisations. C'est Felletin, donc c'est le lieu de la tapisserie de l'atelier de Pinton, et il va y avoir à faire les vitraux d'église du château de Felletin. Et donc là, il va essayer de s'intégrer parfaitement au lieu, et il va faire des vitraux en dalle de verre qui fait qu'ils sont tellement fins et tellement lumineux que même les architectes des monuments historiques, enfin la commission qui était contre ces vitraux-là, se sont fait un petit peu avoir ils ont cru vraiment que c'était du vitrail traditionnel au plomb. Et donc au début, ils ont donné leur accord. Et puis quand ils se sont penchés, qu'ils ont vu le petit vitrail que vous voyez sur le côté, a dit ah non, mais c'est la dalle de verre, mais ça on veut pas, il faut le démonter. Bon, et l'association des amis de Felletin, donc dont Olivier Pinton, le directeur de la manufacture, a tenu bon. Ils ont dit non, on ne démontera pas ce vitrail, on le laisse. Et puis le temps a passé, ils ont pu insister, ils ont reconnu que c'était quand même un travail qui était parfaitement intégré. Et ce que je vais vous montrer là, c'est que vous voyez le vitrail au milieu, on voit très bien l'armature de fer qui relie chaque panneau, vous voyez, à l'intérieur. Et le petit vitrail suivant, qui est le vitrail de la tribune, l'autre vitrail, le Magnificat, vous voyez, au milieu, il n'y a plus les armatures. Et là, dans cette période-là, années 70, il y a une évolution technique extrêmement importante, c'est que la qualité du liant, de son joint minéral, fait qu'il était assez solide pour permettre d'enlever cette fameuse armature centrale. Et ça va libérer complètement ces compositions, et c'est à ce moment-là la couleur, les valeurs, comme il appelle, qui vont venir construire le vitrail. Alors c'est étonnant parce que dans cette recherche-là, je vous le dis maintenant, mais je ne savais pas. Vous voyez, il y a un vitrail dans une maison particulière dans le sud de la France, cette période-là. Et quand j'ai retrouvé le projet de maquette, regardez, sur le projet, il y avait encore les armatures qui étaient notées. Voyez, et donc, il a fait cette expérience, puisque c'était pour un ami artiste, il a pu se permettre de tester, de lancer l'idée. Et donc, le vitrail ne comporte plus d'armature. Et donc, à partir de ce moment-là, ces vitraux ne vont plus comporter d'armature sur les panneaux, au sein de chaque panneau. Et ça va vraiment faire des... Voilà, vous voyez le vitrail. Alors là, vous avez une photo où on le voit en éclairage naturel, où les joints ne sont plus, les joints blancs que vous voyez ici ne sont plus apparents. Et c'est vraiment tout l'ensemble, on comprend bien qu'il s'appelle ombre de juin. Et c'est la lumière qui sort à travers l'ombre d'un feuillage. Et là, effectivement, il y a des passages, des citations de lui qu'on peut relever dans ces textes qui sont très beaux. Créer est un acte souverain de vie. L'intention est secondaire au regard de ce qui naît. Mystérieuse loi de la création. Imprévisible loi qui meurt après chaque œuvre née. Et vous voyez ce qu'il dit, l'intention est secondaire. Il n'était pas du tout un artiste conceptuel. Ce n'était pas avant qu'il expliquait ce qu'il allait faire, même s'il écrit des textes. C'est vraiment son travail d'inspiration de la nature qu'il portait en lui, qu'il n'avait pas besoin de faire des grands discours, même d'expliquer à l'avance. C'est toujours après coup aussi cette méditation qu'il porte en même temps que son vitrail. Et ça, on comprend son processus de création direct. Voyez là, je vous montre quelques églises modernes aussi près de... Ça, c'est à Auch, une très belle... Pour la maison, la chapelle des Petites Sœurs des Pauvres. Regardez le travail d'éclatement du verre, le travail que ça peut donner, l'effet que ça peut donner de subtilité. Et en fait, il y a quelque chose de très intéressant dans le dalle de verre, et je me suis rendu compte que c'était par les verres d'Albertini, que ce verre étant tellement épais, ne fait pas de reflet au sol. Le vitrail devient lumière.
Et ça, c'est une énorme différence. Je ne sais pas si vous voyez toutes les photos qu'on voit des réalisations de vitraux, tout le monde, on est tous, hein, on aime, moi aussi, j'aime bien ça, les reflets du vitrail dans l'architecture, toute la couleur qui vient colorer l'architecture. Eh bien, un dalle de verre, ça ne le fait pas. Et enfin, les vitraux de mon père et avec le verre Albertini, parce que j'ai vu des vitraux faits avec le verre de chez Saint-Just. Ils sont beaucoup plus transparents. Enfin, le verre est translucide. Et là, non. Et ça fait, je pense, ça donne une beauté à l'architecture. Ça redonne l'unité à l'architecture. Il n'y a pas ces grands reflets suivant les heures de la journée. La lumière reste constante dans l'architecture. Et ça donne, si vous voulez, une sorte de brillance aussi. Le vitrail lui-même devient lumière. Et non plus simplement, on ne traverse pas la lumière. Vous voyez, on ne traverse pas. Il reste devant. Et ce fait prismatique des éclatements du verre fait ça aussi que ça contient la lumière. Et ça, c'est une qualité. C'est pas dire que l'autre c'est mieux, c'est une particularité, je veux dire, de ces vitraux-là. En tout cas, des vitraux, la façon dont on travaille Henri Guérin. Vous voyez, ça, c'est une grande verrière pour un collège. Donc, à partir des années 70, il va avoir la chance d'avoir des commandes aussi pour des 1% culturels, souvent pour les collèges, pour des écoles. Voilà. Et ça, c'est un très beau vitrail qui est à Plaisance-du-Touche, dans son village d'origine. Vous voyez, là aussi, un travail pour le collège de Tarascon. Et là aussi, dans son but d'intégration à l'architecture, il a refusé de faire une petite sculpture, un vitrail ou quelque chose qui serait indépendamment. Il a demandé à l'architecte s'il ne pourrait pas s'intégrer à cette structure tridimensionnelle métallique. Donc, il a fait des éléments comme ça qui s'intègrent à l'architecture. Et toujours, ça a été comme ça chez lui, la volonté de s'adapter au lieu. Voilà, ça, c'est aussi un petit clin d'œil pour des architectes parisiens, pour montrer qu'il était quand même capable de travailler avec des pavés de verre. Même si le pavé de verre avait été à l'époque le concurrent direct de la dalle de verre dans les années 40-50. C'est un très très beau travail graphique. Vous voyez, donc il est capable de passer à des choses extrêmement sobres et minimalistes, à des choses extrêmement beaucoup plus fortes. Ça, c'est un lieu qu'on peut montrer parce qu'il n'est plus du tout comme ça. C'est à Toulouse, la direction régionale EDF sur les quais de la Garonne, un très beau lieu, très bel endroit. La grande verrière extérieure comme ça, qui était après séparée dans différents espaces dans l'architecture, dont une très belle verrière ouverte sur des platanes, et la verrière centrale qui évoquait l'électricité aussi. Bon, cette verrière centrale a été récupérée dans le hall d'entrée de ce bâtiment qui est transformé en maison de retraite haut de gamme. Vous voyez maintenant, donc rien à voir. C'est plus du tout le siège social. Et ces vitraux que vous voyez, des vitraux transparents et des vitraux verts et bleus, ont été répartis dans une coursive haute. Et donc plus du tout dans l'organisation d'origine. N'empêche qu'ils ont été déposés. Alors ça, c'est le petit-fils d'Henri Guérin, donc un de mes fils, qui a repris l'atelier vitrail, je vous en parlerai tout à l'heure, qui a été chargé de ce travail de restauration et de mise en valeur du travail de son grand-père. Vous voyez son travail de dessin sur le motif, l'inspiration des paysages. Beaucoup dans le Cantal, il allait. Il avait un lieu comme ça d'amis de famille où il allait dessiner. Et il se ressourçait beaucoup dans ce travail sur le motif. Vous voyez ce qu'il dit aussi, les arbres. Alors ça, c'est exceptionnel. Il a fait un ensemble de croquis. On a énormément de croquis. On a des milliers, 10 000 dessins répartis dans des carnets de croquis où il a dessiné les arbres. Et c'est étonnant parce que, alors que c'est qu'un petit trait complètement abstrait, hein, le dessin, on retrouve l'arbre. Là, c'est un sycomore. On retrouve l'essence de chaque arbre. Vous avez lu ce que j'ai dit là, hein, c'est ce qu'il a écrit là. C'est vers l'arbre solitaire que je vais, c'est lui qui m'attire le plus quand il s'avance à moi à champ découvert. Voyez là, et là, vous voyez là, on a un boulot. Alors que c'est la même technique, c'est la même encre de Chine, son petit rotring avec lequel il faisait ça. Vous voyez un châtaignier. Et il a fait cet ouvrage avec un ami qui était lui-même un intellectuel aussi, Jean-Guy Charmelli, un poète. Et ils ont fait un très beau livre sur le thème des arbres. Voilà. Qu'a-t-il de plus beau qu'un grand châtaignier en fleurs, haussant sur son tronc un foisonnement d'arabesques à faire la nique au cumulus? J'ai parfois tourné autour toute une journée, déplaçant à chaque fois mon pliant, toujours en retard sur l'ombre appliquée à contrarier la dérive du soleil. Bon, il y a des très beaux passages. Et comme pour la haie qui chemine, il me faut la former en une seule phrase, lien d'arbres se tenant par la main. Bon, ça c'est plus un petit moment de méditation pour nous tous. Ces dessins-là sont des escalades dont on revient la bouche amère et les yeux vidés, le cœur serré d'en être descendu. Voilà. Et c'est dans cette période-là que l'importance de la nature va être
tel chez lui qu'il va essayer de l'intégrer à ses vitraux. Et c'est sûr que la dalle, justement, parce que je vous disais, par le fait qu'elle tient la lumière, permettait d'avoir ce dialogue avec la nature, avec des vitraux ouverts avec des vitres. Et donc, il va avoir plusieurs, comme ça, compositions assez exceptionnelles, dont le premier que je vous ai montré en ouverture de ma conférence, qui est effectivement un vitrail, parce qu'il y avait un très beau cèdre derrière, et il ne pouvait pas cacher le cèdre. Et ça, c'est un oratoire à Limoges, d'un hôpital. Vous voyez, voilà, ce vitrail que vous avez vu tout à l'heure, là, les cèdres, et c'est le vitrail qu'il a appelé pour l'apparition de l'ange Gabriel, vous voyez, pour l'Annonciation. Et c'est une chapelle pour des religieuses. C'est des religieuses étonnantes, c'est des religieuses dominicaines qui avaient un atelier de broderie, et ce sont elles, vous voyez le retour des choses, qui ont brodé les chasubles de Matisse. Vous voyez, pour lui, quand il les a rencontrées, une partie était installée à Toulouse, après elles étaient à Grasse, et puis elles se sont installées près de près de Lyon, à Crépieux. Et donc ça a été pour lui assez extraordinaire de rencontrer ces brodeuses qui avaient, alors que vous savez le lien qu'il avait eu avec Matisse, c'était très fort pour sa vocation artistique. Donc cette chapelle, avec ce très beau vitrail du fond et puis ces vitraux latéraux sur le thème de la vigne et du blé, cette chapelle n'est plus une chapelle, ça sert actuellement d'entrepôt, vous voyez, donc on ne sait pas trop. Bon, les vitraux sont toujours en place, on ne sait pas ce que ça va devenir. Et donc on a un œil dessus, je suis en tant qu'ayant droit, mais on a créé aussi une association Henri Guérin depuis 2009, qui a pour mission justement la connaissance, la mise en valeur et la sauvegarde. Et malheureusement, la mission sauvegarde, elle est de plus en plus importante. Voilà, et donc on a besoin effectivement d'avoir un œil sur ces œuvres-là, surtout des vitraux comme ça qui sont assez exceptionnels. Il avait été remarqué dans plusieurs colloques, ce vitrail, parce que c'était très novateur d'avoir un vitrail comme ça qui intégrait la nature par les paysages. Donc il ne va pas le faire systématiquement, mais quand ça va se retrouver nécessaire, il va le faire. Vous voyez, ça c'est un lieu aussi, on est très fiers que ce soit mis en valeur maintenant encore à Toulouse, c'est le musée des Augustins, qui vient de rouvrir après plusieurs années de travaux. Et ces verrières sont maintenant enfin regardées, vues, et il y a un texte d'explication. J'ai participé à la mise en valeur de la scénographie. Et là, vous voyez, il a fait volontairement ce grand vitrail ouvert pour ouvrir sur l'architecture, cette belle architecture gothique de briques qu'on a à Toulouse. Voilà, vous voyez le musée des Augustins, et c'est tout à fait dans l'esprit de son travail sur le motif, sur l'envol. Là, c'est un thème sur le thème d'un poème de Rimbaud, L'aube ainsi qu'un peuple de colombes. Et on voit un dessin de la même période d'un envol d'oiseaux. Et là, je ne vais pas vous dire trop de choses, mais il a coloré ses joints, justement. Il a réussi depuis très longtemps déjà. Il colorait les joints en fonction de l'architecture, en fonction du lieu, pour que ça s'harmonise encore plus et que ça ne fasse pas une grosse masse de béton à l'extérieur qui viennent perturber l'architecture, surtout pour les architectures anciennes. Et c'est comme ça qu'il a pu être accepté dans les monuments historiques. Et il y a peu de dalles de verre qui sont acceptées pour les monuments historiques, ça c'est sûr. Et il est une exception, avec des feuilletons rocambolesques, je peux vous dire, de lieux où on refusait son travail, puis finalement, bon, ça a été accepté. Mais il y a eu des associations, des commanditaires, comme je vous ai dit tout à l'heure pour Feltin, qui ont tenu bon à plusieurs endroits. Vous voyez, c'est de très beaux vitrails, où c'est l'aube, en fait, on voit très bien la lumière vient du sol et va ôter la nuit qui arrive qui envahissait tout. Et je vous montre encore un autre vitrail, qui alors lui, c'est sur le thème de Saint-Jean de la Croix, à Onquès de Noche, toujours à Toulouse. J'espère que je ne vous sature pas trop d'images, parce qu'il y en a beaucoup de choses, et puis c'est tellement varié. Et ça, c'est pour une chapelle de carmélites en Provence. C'est un magnifique vitrail qui s'appelle Lever du jour aussi, et c'est une architecture d'un architecte qui s'appelle Paul Rey. Magnifique architecture. Alors, peu de gens peuvent le voir parce qu'elles sont cloîtrées, on ne peut pas trop aller les voir. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer et faire des photos. Et ce vitrail de Veilleur, il est absolument magnifique. Il en a fait une copie pour une exposition à l'époque à Paris, qui a eu beaucoup de succès, et on a la chance d'avoir cette copie dans le fond d'atelier. Vous voyez, ce vitrail-là. Là aussi, je montre une autre église étonnante. C'est à Aix-en-Provence, c'est Saint-Jean-de-Malte. C'est le vitrail sur le thème de la lumière au matin de Pâques. Et il jouxte le musée Granet. Si vous allez à Aix-en-Provence, vous pouvez rentrer dans l'église Saint-Jean-de-Malte, c'est le transept. Vous voyez ce vitrail de vibration comme ça, de lumière. Et on voit, vous voyez là, on voit très bien les grands joints qui font une diagonale en orthogonalité. C'est tout simplement, comme c'est une grande verrière gothique, de rappeler les barlotières des vitraux au plomb, vous voyez, pour rester dans l'harmonie des vitraux anciens. Là, ce n'était pas au niveau de la structure, même si, comme c'était quand même un très grand vitrail, il y avait du poids qui arrivait sur chaque panneau. Donc, il a quand même composé en fonction de ces fausses barlotières, en fait, qui sont des joints de ciment.
voyez un autre vitrail où il a fait ce même principe-là, c'est à Fongombo, l'abbaye bénédictine de Fongombo, dans la Nièvre. Non, c'est pas la Nièvre, pardon. Bon, c'est près de Blois. Donc, je dis n'importe quoi sur le département. Mais c'est le beau vitrail de la tribune qui est sur le thème du manteau de Marie. Et vous voyez qu'à l'extérieur, le joint se fond complètement et ne vient pas du tout perturber le meneau gothique de cette très belle fenêtre. Et toujours dans son travail d'intégration au lieu. Voilà un autre endroit qui est charmant, c'est le manoir d'Érignac, en Dordogne, où là aussi, c'est les buis taillés qui lui ont inspiré cette composition de ce vitrail. Il a fait une photo lui-même de la baie avant, qui est un vitrail, et il a fait ces deux petits vitraux très, très charmants, cette ouverture géminée, sur le thème des buis. Dans son travail aussi, il a fait des vitraux un peu partout dans de nombreuses églises, mais aussi beaucoup dans des demeures privées. Et ça, c'est un vitrail, les gens lui ont laissé libre cours, c'est le même vitrail aux 4 saisons. Vous voyez, quand je vous dis que la dalle tient la lumière, elle se laisse influencer un petit peu par l'atmosphère du jardin qui est derrière, mais le vitrail lui-même est là. Et ce qui comptait pour Henri Guérin, c'était la relation, des valeurs, vous voyez, dans le vitrail. Ce n'est pas les couleurs, c'est la valeur de l'un avec l'autre. Donc là, c'est ce vitrail qui dialogue au rythme des saisons, du printemps à l'hiver. Et il aimait beaucoup dessiner. Là aussi, c'est un lieu absolument magnifique. C'est un Ribérac en Dordogne. C'est une église aussi qui est classée, qui n'est plus affectée au culte, mais qui est un lieu d'exposition. Et il y avait un problème. Là, c'est un problème d'économie. Il n'avait pas les moyens de faire des vitraux entiers. Même, je ne suis pas sûre qu'au total, ça n'aurait pas coûté aussi cher. Mais il a inventé ces vitraux suspendus sur un berceau de feuilles. Voyez là. Donc, c'est un très bel endroit. Par contre, le vitrail du chœur, qui pour lui était sacré, il a fait plein, un vitrail plein. Et par contre, les vitraux de la nef, comme ça, dialoguent beaucoup avec la nature en derrière. Et vous voyez tout le graphisme du joint à l'extérieur qui fait que même le vitrail à l'extérieur, il a une belle beauté esthétique, il tient bien. Et c'est des vitraux faits de vibrations de lumière. Vous voyez, dans le même coin, c'est un architecte des monuments historiques qui aimait beaucoup son travail, qu'il a fait travailler dans plusieurs petites églises. Et c'est une petite église romane. Et vous voyez tout le travail qu'il a pu faire avant pour arriver à faire des vitraux extrêmement minimalistes, très sobres. Et je pense qu'il avait fallu qu'il expérimente lui-même la couleur, la variété de tout ce qu'il pouvait faire pour arriver à faire des choses aussi sobres et aussi simples que ce petit vitrail de cette petite église romane à Saint-Vincent-Jalmoutier. Là, c'est un endroit aussi qui me tient particulièrement à cœur. C'est Sylvanès, dans l'Aveyron, cette belle abbaye cistercienne. J'ai fait moi-même mon travail d'architecte sur Sylvanès. Et mon père a eu l'occasion de faire des vitraux dans le scriptorium. On ne les voit pas trop quand on va les voir, parce que maintenant, on connaît bien les vitraux de l'ensemble de l'église qui ont été faits par Ferraton, c'est ça? Oui, qui sont très intéressants comme vitraux. Sauf que, je ne sais pas si vous connaissez, si vous y êtes allé, c'est des vitraux très sobres, très beaux, très blancs, qui se font manger par la lumière, pratiquement tout le temps, parce que la lumière est forte. Et je pense, et j'ai repensé, si vous connaissez tous ce petit ouvrage qui s'appelle Passeur de lumière, qui raconte l'histoire d'un compagnon au Moyen-Âge qui apprend le vitrail et qui va d'église en église et qui apprend. Et il y a un très beau passage, alors je ne l'ai pas retrouvé pour vous aujourd'hui, où il dit, dans le vitrail, c'est toujours la lumière qui gagne. Et je pense que les verriers devraient tenir compte de ça, tous ceux qui se confrontent à l'histoire du vitrail, enfin à créer un vitrail. La lumière est toujours là. Et vous voyez un vitrail comme ça, blanc à Sylvanès, la façon dont il est taillé fait qu'il garde la lumière, il apprend cette lumière blanche. Et il va faire des petits reflets, vous voyez, juste sur les bords, mais pas dans l'architecture. Et ça va très très bien avec la pierre. Voilà qu'on ne dise pas effectivement que le vitrail en dalle de verre ne s'intègre pas à la pierre. Là aussi, c'est un lieu qui lui a énormément tenu à cœur dans cette période-là. C'est à Jérusalem, chez les bénédictines du Mont des Oliviers. Il a fait ses vitraux avec des ouvrants. Et là, c'était la nécessité d'aération qui fait qu'il a fallu faire des ouvrants. Et le vitrail lui-même en dalle de verre étant très lourd, c'est très difficile de le mettre dans un ouvrant et de l'ouvrir. Donc il a organisé ses vitraux sur le thème c'est sur le thème des rameaux, de Pâques des rameaux jusqu'à la résurrection pour ses bénédictines. Et c'est un très bel ensemble de vitraux. Ça, on est en 1991. On avance dans le temps, ne vous inquiétez pas. Vous voyez, quelques années après, et là, je suis en relation avec les frères qui sont sur place là-bas. C'est l'école biblique archéologique de Jérusalem, les BAF.
où il a fait des vitraux pour la chapelle de semaine. Alors là, il venait de faire, il n'y a pas longtemps avant, ils avaient fait des nouvelles fenêtres. Donc, il n'était pas question de casser les fenêtres, de refaire les fenêtres, mais il a proposé des vitraux qui sont en avant des fenêtres, dans les ébrasements. Et c'est aussi sur le thème des palmes. Voilà. Ça, on est beaucoup plus tard. Vous les voyez aussi, les vitraux à l'atelier. Là, vous voyez cette fenêtre dont je vous ai parlé au nord de l'atelier. Donc, tous ces vitraux, depuis les années 60, tout ce qu'il a créé sont passés par cet atelier, par ce petit atelier qui est fait en fait pour une seule personne. Là, je reviens à une autre période pour vous montrer aussi sa liberté d'expression par rapport à la figuration. Vous voyez, peut-être je pourrais me passer de parler et vous passer les images et maintenant vous comprendrez vous-même. Bon, on reprend la toute première figuration des vitraux inspirés, vous voyez, de Rouault. On le sent très bien. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, on a une exposition, il y a eu une très belle exposition à Albi de Rouault et on a des textes et des peintures comme ça de lui. Il le dit lui-même, il me l'a dit. Enfin, j'ai eu la chance de travailler avec lui. Ça, c'est la chance que j'ai eue de pouvoir, que mon père me donne son témoignage de son travail depuis 1995 jusqu'à son décès. Donc ça, c'est une grande chance. Je me dis toujours, s'il fallait maintenant, si on avait fait ce travail qu'après son décès, qu'est-ce qu'on aurait perdu comme témoignage? Et surtout que j'ai pu interviewer beaucoup de gens avec qui il a travaillé. Donc ça, c'est une richesse pour nous, pour la connaissance de son travail. Vous voyez, donc ça, c'est les tout premiers vitraux dans les années 50, des vitraux figuratifs. Mais il va revenir à la figuration d'une manière assez étonnante. Là, je vous montre comment il est imprégné aussi de l'histoire biblique, l'histoire liturgique, des textes, parce que c'est aussi quelqu'un de croyant et pratiquant, ça vous l'avez peut-être senti, mais même s'il dit lui-même qu'il ne faisait pas de l'art sacré, il vivait de ça, il vivait de sa foi, donc ça se ressent dans son travail. Et on voit un des vitraux des années 60, là-haut, c'est une annonciation. Vous voyez, je vous ai montré l'annonciation en bas. Et puis un vitrail aussi à Marseille, c'est à la chapelle de l'œuvre l'Allemand. C'est le mur entier sur les mystères joyeux du rosaire. Vous voyez, c'est une abstraction, mais on comprend bien que c'est l'annonciation, le vitrail abstrait qui est en bas. Mais il va revenir à la figuration par une commande pour Méfin en Suisse, l'église de Mérin en Suisse, sur le thème du Cantique des créatures, c'est l'église Saint-François. Et là, les gens voulaient qu'il fasse de la figuration. Alors, il a tenu bon, il n'a mis des éléments figuratifs que dans les parties hautes. Vous voyez, là, vous voyez Sœur Lune et Sœur Soleil, et le vent et le vent. Vous voyez, donc là, déjà, on sent qu'il y a de la figuration qui arrive là-dedans, enfin, au-delà de ce qu'on appelle, on peut dire là, c'est symbolique, en fait, aussi, et figuratif, assez symbolique. Voilà. On voit son travail aussi de verrier, là, d'éclatement du verre, aussi très subtil, donc à Mérin. Et puis, dans les années 90, il a une très belle commande avec une communauté religieuse installée au Cameroun pour l'église de la grande cathédrale de Bertoua, en Afrique, voilà, en Cameroun. Et là, il va aller là-bas sur place d'abord voir comment ça se passe. C'est une église moderne avec justement, vous voyez, des trous tout autour. Là, ce sont des claustras ouvertes pour l'aération parce qu'il faisait quand même très, très, très chaud et très humide. Il fallait donc ça aère. Et il va inventer d'abord la structure d'aération tout autour de son vitrail, mais surtout les liturgies auxquelles il va assister là-bas, et la beauté de la végétation, la richesse de la coloration, fait que dans l'abstraction, il avait du mal à mettre toute cette coloration-là. Et personne ne lui a imposé de faire des vitraux figuratifs. C'est lui qui, à ce moment-là, fait une énorme composition. Il y a plusieurs compositions, fresques. Ça, c'est sur la Trinité. Il y a un immense vitrail sur le thème de la Sainte Trinité, avec le Christ crucifié, vous voyez au milieu, l'Esprit et Dieu le Père aussi. Et latéralement, il va y avoir des vitraux sur les côtés. C'est comme il dit que ce sont les pierres de la Jérusalem céleste, vous voyez, du texte de l'Apocalypse. Voilà. Vous voyez, et là, quand il m'a dit qu'il s'était fait un plaisir fou à travailler comme une grande coiffe coutumière, la grande auréole de Dieu le Père. Et autour. Là, il a un plaisir extraordinaire à faire ça comme un imagier. Vous voyez les trompettes aussi de l'ange en bas. Là aussi, de l'autre côté, là, on était dans le chœur, à la tribune, il va faire aussi la grande tige de Jessé qui se termine par la nativité. Voyez, et l'ange, et aussi on voit le roi David. Alors pareil, comme dans tous ces premiers tissus collés, les visages ne sont pas faits. Vous voyez, c'est des formes ovales. Comme il ne va pas faire les yeux, la bouche, les oreilles, le nez. Non, c'est toujours la figuration. Et ça, on retrouve son premier travail aussi.
Ça, c'est extraordinaire. Regardez, ça, c'est un palmier. Ça, c'est la maîtrise, je pense, extraordinaire de sa taille qui fait qu'il peut faire quelque chose de figuratif avec simplement quelques petits morceaux de verre. Et ça, c'est un miracle, un vitrail comme ça, un petit morceau. Et personne va lui... Et là, 2 ans après, il va avoir cette magnifique église qui est à Yaoundé. Et on sait que bientôt, le pape fait un voyage au Cameroun. Il va célébrer dans cette église, le nouveau pape. Donc, on est très fiers qu'il voit peut-être ces vitraux-là. Et il va faire des immenses compositions. Et là aussi, comme il y avait une nécessité d'aération, mais il va faire des vitraux troués, vous voyez, avec des grandes percées comme ça. Il va inventer aussi des bardages, comme des tuiles, en fait, des bardages ouverts de verre pour protéger que la pluie ne rentre pas à l'intérieur. Vous voyez, derrière, il va y avoir ces bardages aussi, étonnants en verre. Et donc là aussi, c'est une très très belle composition sur l'Annonciation, les ailes des anges. Et de l'autre côté, c'est les saintes femmes de la Bible. C'est l'église aussi parce que c'est Marie, reine des apôtres. Vous voyez. Donc là, on voit une visitation. Et là, on devine, vous voyez l'ouverture avec la végétation derrière et ces vitraux percés. Voilà l'ensemble de la verrière de la tribune, en fait de l'entrée. C'est le couronnement de la Vierge par la Sainte Trinité. Et il s'est inspiré, et là aussi on voit qu'il avait une grande culture, de la Vierge d'Enguerrand-Carton, à Villeneuve-les-Avignon. Vous voyez, on voit la basilique. Voilà. Là, c'est un très très beau vitrail aussi de les noces de Cana. Et de l'autre côté, il y a la crucifixion. Voilà. Ça, c'est beaucoup plus près de chez nous. C'est à Lyon, à Saint-Priest. Il va faire une très belle Vierge pour l'église Notre-Dame de la Paix. C'est une église des années 60 qui n'avait pas eu de vitraux. Il n'y avait pas eu le temps. Elle n'avait pas d'argent à l'époque. Donc, dans les années 2000, on va lui demander de faire ce vitrail-là, Notre-Dame. Et puis, il y a un très très beau vitrail qui s'inspire, on pourrait dire, de l'icône de Roublev aussi. C'est la rencontre avec les anges. Et c'est le vitrail de Sarcelles. C'est une église aussi qui est fréquentée par plusieurs communautés chrétiennes, dont des Chaldéens. Et donc, c'est Notre-Dame, c'est aussi une église au thème de la paix. Un très beau vitrail aussi, là. Et c'est comme une grande tenture déployée. Et c'est très rare qu'il y ait un arbre en vitrail. Donc, c'est peut-être le seul arbre dans son grand arbre. Et puis, il va peut-être, on peut dire, pas l'apothéose presque de cette période, de cette veine figurative. C'est en Namibie, dans le sud, les Sœurs des Clarisses. Et c'est un vitrail aussi sur le thème des créatures de Saint François. Voilà, il va vraiment faire vraiment la figuration avec les arbres, les fleurs. Il y a le lion aussi. Vous voyez, dans le thème, dans les créatures, il y a aussi le cantique des créatures. Il y a le lion qui est avec le taureau. Et il va faire cet immense arc qui reprend ça. Et une des dernières aussi. Alors, c'était une demande à des commanditaires. C'est à Huisseau-sur-Cosson. Donc, c'est tout près de Chambord. Il va faire un ensemble d'une église gothique classée, un très bel ensemble sur le thème des sacrements. C'était une demande de la communauté liturgique de faire ça, voilà. Et là, par exemple, vous voyez aussi la brebis perdue. C'est un écoinçon de la verrière gothique. Là aussi, on retrouve toute sa manière de travailler, extrêmement subtile aussi dans le travail du verre. Et vous voyez quand le vitrail est taillé, au moment où toutes les petites pièces sont enfermées par des petites digues de mastic pour empêcher que le ciment vienne après dessus, vous voyez, pour avoir moins à le nettoyer. Donc c'est comme il disait aussi, c'est un petit peu comme un ensevelissement d'un corps, puis après que le vitrail va se retrouver dans la lumière une fois qu'il va être nettoyé. Et ces dessins, vous voyez là, on voit la façon très simple dont il a mis la brebis perdue, il a dessiné les moutons. Il n'a pas dessiné, enfin il a taillé les moutons. Voilà. Là aussi, toute son inspiration de la nature pour vous montrer, c'est un endroit assez magique aussi, c'est à Settington, c'est en Angleterre, dans le nord de l'Angleterre. Et c'était un petit pavillon, vous voyez le petit pavillon, c'était un lord anglais qui lui a demandé de faire 2 vitraux pour le pavillon au fond de son parc, en hommage à ses parents. Donc il a fait 2 thèmes sur le thème de l'automne et du printemps. Un petit agneau aussi pour une chapelle dans l'Aude. Un petit vitrail d'atelier. Alors ça, nous avons beaucoup la chance que nous avons dans le fond d'atelier une trentaine de beaux vitraux qui faisaient pour des expositions temporaires. Donc ça, ils sont restés. Et c'est un très beau vitrail qui s'appelle Source de la joie. Voilà. Là, on part. Je vous montre des vitraux peut-être plus minimalistes avec des verres blancs. Là, ce grand vitrail était fait pour les éditions du Cerf à Paris.
Il est malheureusement déposé. Il n'en a pas respecté l'aménagement, l'installation avec les dalles de verre. C'est pas des dalles blanches qu'il avait fait exprès, hein, créées exprès par Albertini pour lui. Et ce vitrail a été réinstallé en lumière artificielle sans cette structure de verre blanc autour. Et ça, c'est un peu dommage. Je vous montre aussi quelques gouaches, là, tout son travail sur la subtilité de sa gouache. Et il parle aussi, dans mon travail de dessin, j'ai constaté qu'il y a deux approches qui s'équilibrent et se développent l'une par l'autre, puis qui sont en moi de plus en plus complémentaires. J'ai ainsi deux saisons, l'hiver où je développe mes fenaisons de l'été, et l'été où se sensibilise l'écriture d'hiver, celle de ma mémoire ordonnée. Effectivement, l'hiver, il est dans son atelier de peintre, dans son atelier de plaisance, à côté de l'atelier de vitrail, qui n'est pas le même endroit. Et puis l'été, dès qu'il fait beau, il va dessiner sur le motif. Il n'arrêtait pas. On l'a toujours vu. Il va aussi s'essayer, on va voir quelques-uns, à des collages, c'est-à-dire du verre sans ciment, sur des plaques de verre. Et souvent, c'est des petits vitraux qui sont offerts, des petites compositions qu'il appelle des verres collés, qu'il offre à des amis ou qu'il fait comme ça pour un travail libre. Voilà. Vous voyez, ça, c'est un collage dans une maison aussi. Mais toujours, on sent son travail, l'inspiration de son travail de gouache, de la nature et de la relation avec la réserve, avec le blanc, la lumière derrière. Voilà, ça, c'est parmi ces derniers vitraux. Vous voyez, on arrive presque à la fin, là. Vous allez pouvoir souffler un peu. C'est un très beau vitrail qui est au Grand Saint-Bernard. Voilà, le Grand Saint-Bernard. Et vous voyez, c'était le thème de la neige, de la glace qu'il a inspiré. Et quand on voit la façon dont il a taillé le verre central éclaté, on sent vraiment la brisure aussi de la glace dedans aussi. Bon, pour vous montrer des tout petits vitraux comme ça dans une chapelle en Bretagne, comme quoi avec le granit, ça marche bien la dalle de verre aussi. Voilà, pour vous montrer, là, on voit la porte de son atelier qui donne sur le jardin, et ce jardin qu'il a tant inspiré et tant dessiné. Oui. Donc vous imaginez la variété du fond que nous avons de son travail, qui est à protéger, à mettre en valeur. Vous voyez son jardin, les iris qu'il peint comme ça, assez magiques, ces iris, à la fois en encre de Chine et à la fois en la vie. Et son dernier vitrail en 2009, vous voyez son atelier de peintre. Et dans cet atelier, il y avait depuis très longtemps cette reproduction de la Vierge de Notre-Dame de la Belle-Verrière de Chartres. Et des mécènes ont souhaité lui demander un vitrail pour la crypte de la cathédrale de Chartres. Et en fait, cette crypte qui était restée aveugle depuis très longtemps, c'était un lieu de passage des pèlerins. Elle avait été bouchée, cette porte. Une porte bouchée depuis longtemps. Et il y a eu le projet d'ouvrir la porte. Et quand il a vu, il a été très heureux d'avoir cette commande, c'était en 2008, le vitrail a été fait en 2009, il a vu qu'il y avait 9 marches, il a dit que ce sont les 9 versets du Magnificat, et donc il n'a pas pu s'empêcher de faire un vitrail en hommage à Marie, et ce vitrail, il l'a appelé Marie, porte du ciel. Et c'est vraiment, ça va être son testament, lui-même ne sait pas qu'il va mourir quelques mois après, quand il fait ce vitrail. Donc il va composer ce vitrail d'une manière assez exceptionnelle, et là vous le voyez dans l'atelier, avec ce beau bleu. C'est un vitrail immense, vous le devenez, il fait 4 par 2,50 m par 3, pas vraiment 4 mètres. C'est un grand vitrail. Et vous imaginez l'échelle, là, vous le voyez dans l'atelier. Et c'est à ce moment-là que va se déclencher chez lui des douleurs extrêmement violentes du dos. Il pensait mettre sur le dos de son opération quand il était jeune, cette opération qu'il avait eue. Mais en fait, non, c'est autre chose qu'il a eu. On découvre un cancer de la plèvre. Or, Gabriel Loire est décédé aussi d'un cancer de la plèvre. C'est visiblement, c'est toutes les petites particules de verre qu'il a pu inhaler pendant qu'il travaillait. Il se protégeait quand il faisait le ciment, il mettait un masque, mais pour tailler, il n'a jamais mis de masque, jamais se protéger. Et je pense qu'avec le temps, ça met du temps, puisque c'est qu'à 80 ans que ça s'est déclenché. Donc, c'est diagnostiqué au mois de juin. Il va décéder en octobre. Vous voyez, donc ça a été quand même très rapide pour nous. Et c'était une année assez exceptionnelle. Donc, il y a ce vitrail. Il ne le verra pas posé. Il verra ce vitrail installé en 2009 à l'Orangerie du Sénat à Paris, parce que pour marquer ses 80 ans, l'Orangerie l'a invité, c'est une sénatrice, plusieurs sénateurs aussi, ils proposent souvent aux artistes l'Orangerie pendant l'été, et donc on a pu faire cette magnifique exposition, présenter ce vitrail. Les monuments historiques pensaient que c'était un vitrail d'essai. Je ne sais pas comment ils ont pu penser ça, parce que la commission s'est réunie qu'en septembre. Mon père était très malade. Je l'ai représenté à la commission, qui finalement, pas en majorité totale,
mais quand même assez pour qu'ils acceptent, ont donné l'autorisation pour le vitrail. Ben, heureusement qu'il avait fait le vitrail avant parce qu'il n'aurait pas pu le faire. Donc voilà, donc il fait ce vitrail-là. Ça, vous avez le panneau, le vitrail central, hein, le panneau central de cette porte du ciel qui s'ouvre. Et le texte qu'il écrit à ce moment-là est vraiment un peu comme un testament. Il parle de cette porte dans laquelle le Christ a mis à ouvrir cette porte qui ne se refermera jamais pour l'humanité. Oui, donc c'est un très très beau texte. Et là, ben, en fait, voilà, le passage de témoin va se faire à ce moment-là. C'est notre fils Mathieu qui était toujours tourné autour de son grand-père déjà, sans savoir qu'il ferait du vitrail. Il s'intéressait beaucoup, il faisait un peu de photos, il faisait beaucoup de skate, enfin très, 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 très manuel, en tout cas, un jeune très manuel, va aller poser ce vitrail. Et c'est un peu avant, cette année-là, 2009, où il a cette exposition aussi, où Mathieu va demander l'autorisation à son grand-père de faire un vitrail qu'il va lui donner. Et puis, il va l'aider le dernier mois où il est vraiment pas bien. Pour la première fois, un jeune est dans son atelier. Alors, il ne taille pas. C'est mon père qui a taillé ces derniers vitraux, je vais aller voir le vitrail tout à l'heure. C'est mon père qui a taillé le vitrail. Mathieu a mis en œuvre des petits écoinçons d'une rosace pour une chapelle gothique dans le Lot. Vous voyez, cette photo-là, c'est son petit-fils, c'est Mathieu qui a fait cette photo de son grand-père avec ses deux éclats de verre dans la lumière. Et c'est vrai qu'à cette période-là, il avait un autre petit-fils, Pierre Guérin, que certains de vous ont un petit peu connaître, qui lui va décéder prématurément en 2020. Donc c'est leur histoire à eux, ces deux jeunes, qui vont, à la suite du décès de leur grand-père, décider de faire du vitrail. Voilà. Donc Mathieu, vous voyez, c'est quelques photos rares. Elles ne sont peut-être pas esthétiquement belles, mais c'est rare parce que j'ai pu faire ces photos sans savoir que c'était le dernier jour où mon père était à l'atelier. Il est parti en clinique, il n'en est pas revenu. Mais la veille de son départ en clinique, il a mastiqué un panneau de vitrail, il a coulé son vitrail. Vous voyez, donc la veille de partir. Il n'est plus revenu, mais nous, la dernière image qu'on a vue de lui, c'est au moins à l'atelier, en train de travailler. Vous voyez, c'est cette rosace magnifique pour une église dans le Lot. Donc Mathieu a terminé de faire le ciment, de les relever, de les placer. Et puis, comme c'était toute une commande qui avait été faite, Mathieu a fait les deux panneaux qui étaient en attente, dont son grand-père avait fait les maquettes, et c'est Mathieu qui a créé les maquettes sur les maquettes de son grand-père. Et c'est une chose très rare parce que ce n'est jamais arrivé que quelqu'un fasse un vitrail d'après une de ses maquettes, ce qu'il a toujours fait lui-même. Et vous voyez, ça c'est l'atelier de Plaisance. Et j'aime beaucoup montrer ces patogas là. Il laissait ses patogas quand il sortait de l'atelier. Et c'était les mêmes qu'il portait à Font-Romeu quand on l'a vu dans tout jeune artiste à Font-Romeu en train de dessiner. Il a toujours eu des patogas. Et vous voyez cette fenêtre de l'atelier. Il a respecté ces fenêtres de la maison ancienne. Elles étaient déjà dans la maison. C'est cette espèce de croix bleue, de verre bleu traditionnel. Voilà, ça c'est la table de l'atelier. Et vous voyez dessus, il y a un vitrail que Mathieu a préparé. Vous voyez, ça c'est un vitrail récent de Mathieu. Voilà, donc on voit toujours ce jardin qui existe et c'est ce lieu qui est encore vivant dans l'atelier. Et il y a cette belle phrase qu'on avait mise en exergue à l'exposition du Sénat. Je n'oublie jamais, quand je regarde une œuvre désormais immobile et silencieuse, qu'elle est née d'un homme en mouvement, centre tumultueux, dont tout l'être s'est mobilisé à la pointe d'un œil, d'une main. Et ça, c'est vraiment lui. Voilà, il parle bien de lui. Voilà. Merci de votre attention. Ah oui, je vous laisse digérer un peu, non? Parce que il y a un ouvrage qui s'appelle Henri Guérin, l'œuvre vitrail. Vous pourrez vous replonger un peu tranquillement dans tout ça et lire les textes qu'il y a avec. Voilà. Ah oui, si je peux vous montrer juste, je pense qu'il fait nuit dehors. Est-ce qu'on pourrait simplement ouvrir les fenêtres, on n'aurait pas la nuit. Est-ce qu'il fait, Anne-Laure, est-ce qu'il fait nuit dehors? On aurait peut-être de la lumière naturelle, ce serait mieux que cette grande lumière. Là, regardez, voyez, juste pour vous montrer la suite, hein. Ça, c'est des vitraux de Mathieu. Mathieu, ça fait 17 ans qu'il fait du vitrail. Et c'est une grande rosace qui fait 3 mètres de diamètre pour le pesquer. Donc, vous voyez il est le continuateur de l'œuvre de son grand-père, tout en se cherchant lui-même. Ça, c'est un ensemble qui est très intéressant pour vous, parce que c'est la maison Saint-Charles à Paris qu'il a faite en collaboration avec Flavie.
Flavie a fait les vitraux de la nef latéraux sur le thème des mimosas. Et Mathieu s'est intégré à ce travail aussi, donc ils ont collaboré ensemble. Il a été chargé, lui, des vitraux de l'axe et du cœur. Voyez, donc un très beau vitrail qui rappelle aussi tout le jaune doré des vitraux de Flavie, que j'ai eu la chance de rencontrer, beaucoup sympathiser avec elle aussi. Elle a un sens du vitrail et de la lumière, justement, elle. Oui. Voilà, un très beau vitrail aussi. Monastère de Tournaille, alors ça c'est très intéressant, c'est dans le Béarn aussi. Et vous voyez une rosace de mon père des années 50, donc il y a une continuité à 70 ans d'écart. Voilà, un très bel ensemble. Voilà, ça c'est un de ces derniers vitraux. Voilà, on peut revenir sur un mur. Oui. Et là, une manière, et Anne-Claire, vous avez vu ces vitraux, son exposition à Dole de Bretagne, et on voit vraiment qu'il a trouvé sa patte à lui. Mais il est parti de ce que faisait son grand-père et cette beauté de travail de cette dalle de verre, hein, de la finesse de ce travail. On en présentera à la Cité du Vitrail prochainement. Est-ce que vous avez des questions? Des remarques? Oui. Trois parties claires. Les grandes parties vitrées claires, elles sont faites d'une seule pièce ou... Oui, je disais, il me demande, là, effectivement, c'est parfois un seul grand morceau de verre, oui. Au musée des Augustins à Toulouse, c'est le cas. C'est une verrière étonnante, oui, toute ouverte. Oui. Puis c'est 1981, donc déjà, oui, il y a longtemps. Ce qui est impressionnant, c'est la variété des choses. C'est pour ça que ça peut être même... on en a plein les yeux comme un kaléidoscope, là, en fin de conférence, parce que vous en avez vu presque trop. C'est impressionnant. Et nous qui travaillons sur le fond d'atelier, sur l'inventaire du fond d'atelier, alors pas tellement en vitrail, mais tout ce qui est aussi dessin, peinture, c'est impressionnant. On se rend compte que c'est une grande œuvre. Et moi, je me dis, bon, je suis sa fille, mais ça suffit pas. C'est pas parce que c'était mon père que je mets en valeur cette œuvre. Je pense que vous avez compris que c'est vraiment... un bel artiste. Grand, je sais pas, mais en tout cas, un bel artiste et avec une œuvre authentique et importante. D'où la préservation et la conservation. Pas d'autres questions? Merci beaucoup, oui, encore une fois, de nous avoir fait partager l'œuvre d'Henri Guérin. Je vous invite à revenir voir Ombre de juin en galerie. Et puis, comme dit, on exposera des œuvres de Mathieu parce que, effectivement, moi j'ai eu l'occasion de découvrir son travail cet été, enfin de le découvrir en vrai parce que j'avais déjà vu des photos, mais là, voilà, de voir cette exposition et c'est extrêmement intéressant. Il travaille beaucoup sur le collage, donc on reconnaît effectivement hein, l'esprit un peu d'Henri Guérin, mais avec une technique déjà un peu différente. Et puis voilà, c'est ça. Il y a des toutes petites pièces de verre. On est dans un travail, on disait tout à l'heure, presque de sertissage. C'est vraiment tout à fait intéressant, saisissant, assez émouvant. Et il y avait ces gouaches qui étaient présentées à côté. Et c'est aussi très beau de voir la gouache et le... Mathieu Gasque, oui. Oui. Eh ben, si vous voulez feuilleter les quelques ouvrages qu'on a mis à votre disposition avant de partir, n'hésitez pas. Suivez l'actualité sur le site henriguerin.com, et c'est vrai que notre mission de sauvegarde, s'il y a des moments de sauvegarde, ben vous pouvez participer au moins aux pétitions et aider à vraiment à faire connaître l'œuvre et à prendre conscience que c'est une œuvre à protéger.